Et les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder des nouveaux épisodes. Vous voyez, Skibidi Toilette 020 à 030, tous les épisodes. C'est parti. Oui, j'ai déjà vu hier. Pas que c'est passé. Oui. Là, il n'a pas de temps. Hein. Il a un petit timing. Non, laisse-le tranquille. Dégoûtant le gars. Arrête de vite. Non. Il donne sa vie, carrément. Le nouveau arrive. Pause, je vais comprendre.
carnage. Les parents, les enfants, désolé mais y a pas d'âge. Même les petits vieux en potage c'est délicieux sans les dents. C'est plus facile à digérer. Mais ma passion c'est quand même les nourrissons. Il faut juste pas oublier de les éplucher. Nos coquilles blanches, je vous déconseille totalement de la manger. Non ça pue. C'est un puma qui est dans un zoo. Toi t'as des pattes. Bien joué. Je veux vraiment savoir ce qu'il y a dans ce truc. Lui. Scooby Doo Doo Dominius. Ah! Nickel! You won't get tired of Atlas! Not that it is my idea, but you could at least try to last longer. Instead of counting on your old tricks. Keep their titans busy with your horror toilets, or whatever you call them. Soon there will be no place for them to retreat or upgrade. Clocks will fall. Olé! Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, il en est presque mort. Un message d'urgence. La base de Scooby. Ouais. Ok, là il y a tous les Scooby Doo. De la lave ou dans le bouche.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ça fait réparer. Non. Réparez-le de suite. J'en ai bien besoin. Vous entendez, hein, c'est un... Approchez les gars. C'est mes styles, ça arrive. Parce qu'il est trop traitant. Comment tu te vois, il est mignon, hein. Oui. Ah. Humaine. Elle se tire pour les attaques. Ah voilà. Là c'est l'attaque de la base 2. Ouais. Ça y est, elle a fait une mini-boss. Tout le monde est là. Ce qui était gigantesque. Regarde. Oui, les aspire. Oui, je peux attendre. Yes. Oh, dans la bouche. Ah. Et quoi? Ça a pété. Ça va? Je pense pas que ça aille bien. Oh, elle l'a sauvé. Ils sont tous là. Non, il y a un missile. Oh, ici. Elle lui donne de la puissance dans son cœur. Quoi? Ah, elle lui donne de la rapidité. Non! Je suis dans les défenses. Non.
Il a réussi. Il a réussi. Mais oui, c'était lui qui nous devait aider. Ah, ça y est, enfin. On a pu sauver l'endroit. Yes. Such a wonderful beast. At last. On va essayer de le buter, I c'est think ça. I just found my favorite toy. What is it? Don't worry. I expected your failure. Our achievement in this battle was taking control over their devices. Now they believe the emergency message was sent from an ally. This will make it much easier for the next step. Oui. Ah oui, ouais, c'est vraiment pour réparer. C'est là. C'est un quartier général. Attendez. Donc là, il y aura des batailles. Là, il y a un Skibidi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur une... Sur... Ils piratent. Ils sont en train de tout pirater. Ce sont des hackers. Ce sont des Skibidi hackers. Non. Bon, à quel endroit? Ah, ils s'entraînent tous. Ils s'amusent. Oh, il fait bronzette aux clairs de lune. Oh, que c'est mignon. Oh. Ah, il y a un truc enclenché. Yes. Toc, toc, toc. C'est-à-dire? Elle peut pas lui mettre un message. Ça vous fait un skip voir ce qu'il lui dit.
Not a single source of energy left. Well, except for our little hostage prince. For now, let's prepare the view for our precious guest. He's here. Seems like you were betrayed by your own allies. Such a sorry trap. I don't need to convince you by your words. Actions show everything. Il est trop tard. Plots always prioritize themselves over others. And yet, you decided to trust them anyway. What did it cost? Your family. Your everything. On va combattre. Who's gonna report this to him? Nah, I can go for a meal.
Il y a eu 3 morts. Caméra. You're starting to get better, old man. You've become pretty bold, haven't you? That drilled Titan is hopeless. As long as he keeps holding back, he's of no use. Well, I guess it's better than having him against us. Besides, I don't need him anyway. Took me long enough to prepare my master's favorite toy. Behold, the Counter Titan. The hell do you think you're doing? Whatever. We were planning to eliminate all the species anyway.
Oh, what an epic fail. Elle a revenue là. Now can we die? We've got an earth to conquer. C'est Dead Beat. Vous savez très bien. Oh ouais. Allez. Allez. Continue à l'exploser, mec. Allez. Allez. Activate your rage mode! Now! Oh, it doesn't matter how many times you try. The counter will always... To make you pay. You have no idea who you're messing with. Jet, vous avez vu, Je sais que j'aime bien rendre les gens parano. notamment les très célèbres bagarres voisines. Quel est le point commun entre une théière, une chauve-souris et un rouge à lèvres? Le fait que vous devriez jamais vous en approcher. Tout autour de vous se cachent des armes en apparence anodines, placées à la part des espions qui vous veulent peut-être du mal. Des mécanismes vicieux, des plans qui ont changé l'histoire, découvrons vis-à-vis du quotidien, fait pour vous tuer. On a tous un film qui nous a traumatisés. Je pense à cet épisode de X-Files avec ce monstre qui se faufile à travers les toilettes pour vous y aspirer et fondre des larmes dans votre corps. J'ose plus ma sur le plomb. On a aussi un film ça avec ce clown qui dévore le petit garçon à travers la barre d'égout et soit dans son slime, le blob qui vous dit tout comme de l'acide, Spider-Man qui réchappe les arts. Et ça sans compter les moments terrifiants de jeux vidéo. Les effets fascinent autant qu'ils dégoûtent. Et pourtant, c'est là, sous vos pieds. À Paris, c'est plus de 2600 km d'un labyrinthe qui cache parfois de terrifiants secrets. Préparez pour une combinaison.
d'enfer. Les créatures de la mine. En 1981, dans cette petite ville de Pennsylvanie, 4 adolescents jouent la nuit près de l'ancienne voie ferrée. Là, ils remarquent un mouvement dans le rideau, près d'une bouche d'égout. S'approche et distingue à la lueur de la lune une silhouette n'a rien à main. Elle pousse un cri dents et s'enfuit dans les souterrains. L'histoire a été rapportée dans un journal local et les rumeurs se sont multipliées au point où l'actualité organisée. La vérité, s'agissait probablement d'un simple basique d'Aniguane. L'imagination des enfants dans le reste. Pareil à Export, en Angleterre, on raconte que les égouts sont hantés. On entend très légitimement et numériquement. Certains individus affirment même avoir vu une silhouette humaine en putréfaction. Les ouvriers tellement terrifiés que la mairie allait faire appel à l'expertise d'un chasseur de fantômes en 2008. L'enquête n'a rien trouvé, mais l'endroit reste aujourd'hui un spot touristique paranormal. Si vous ne voyez pas ça, n'en soyez pas pour autant assurés, car il y a là-dessous de vrais animaux dangereux. Les rats avancés à Téhéran estiment que leur nombre est 6 fois supérieur à celui de la population humaine. En 2015, la situation est tellement incontrôlable que la ville a fait appel à des tireurs d'élite. Les rats avaient muté, restent oiseaux et des rumeurs affirment qu'il est devenu aussi gros que les chats. Une véritable pièce à l'engagement des escouades de snipers et des super abattements. Un super film plus terrifiant encore à New York en 1955. Il avait neigé. Des gamins de Harlem décidaient de déblayer la rue contre un peu d'argent de poche. Ils jettent la neige enlacée dans une égout quand soudain, ils voient ça. Un alligator rentrant dans le gelé des égouts. Bon, c'est des gamins de 1955 qui sont pas comme nous, qui décident de le capturer. Ils l'attachent avec les cordes, le tirent, l'animal se débat, et claque sa gueule. Les enfants décident de le tabasser à mort à Clendel. Ils sont pas comme je vous le dis. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires des alligators dans les égouts. En France, en 1954, on a aussi eu un crocodile du Nil qui aurait survécu dans les égouts de Paris en mangeant des rats. L'animal a été capturé et transféré dans un aquarium. Ce genre de situation n'est pas vraiment rare. On a aussi eu des chiens, des chats, même des hippopotames. En Angleterre, il y a même un énorme chauve noir et d'un lion de Birmingham. Le phoque échappe des ménageries avant de retrouver dans les égouts de la ville, terrorisant les habitants sur son chemin. Mais parfois, on sont des choses plus perturbantes. En 2009, un robot télécommandé envoyé inspecter dans les égouts de Cameron Village, en Caroline du Nord, et qui équipe les caméras, il s'enfonce dans la canalisation et tombe sur ça. On dirait un monstre de film d'horreur, un alien, une créature montante, je sais pas quoi en fait, posté sur internet, la vidéo est virale. Est-ce qu'on venait découvrir une forme de vie inconnue? En réalité, il s'agirait d'une colonie de vers entortillés les uns sur les autres. Leur sphère des vers se traque, le mouvement se répète dans toute la sphère, ça donne cette impression bizarre, comme un cœur qui bat, autant que je n'ai pas mal main. La sentence la plus dangereuse des égouts. Au musée de Londres, vous bien retrouver un objet aussi insolite que répugnant. Ce bloc a été découvert en 2017 dans les égouts du quartier Whitechapel. Il s'agit d'un ensemble de déchets ménagers jetés dans les toilettes. Des lingettes, des cauchemars et des préservatifs, le sexe coagulé à l'aide des graisses alimentaires et des excréments pour faire ce qu'on appelle un fatberg. Vous avez envie de vomir? Dites-vous que ces trucs peuvent avoir un détail gigantesque. Puis celui du musée de Londres vient d'un bloc qui gérait plus de 240 mètres. C'est la taille d'Overbridge. Depuis une dizaine d'années, on découvre régulièrement des fatbergs dans les égouts de grande ville. Le plus récent date d'avril 2021 et pesait de 300 tonnes, le plus gros jamais retrouvé. Et c'est un vrai calvaire. Les déchets s'amoncellent, les bouches, les canalisations, les remous, les nanas, les foyers. Alors bien sûr, pour éviter la catastrophe, on essaye de détruire ces bouchons. Mais c'est pas la tarte. Déjà, c'est gros, c'est solide, mais surtout, ça pue. Apparemment, de réel, même les ouvriers, les courageux, ils réfléchissent à 2 fois avant de descendre à fesser ce monstre des égouts. Une fois repérés, les fatbergs sont recyclés entièrement ou explosés. Afin d'attirer l'attention sur le mode de vie polluant. Donc la prochaine fois, jetez bien vos lingettes dans la poubelle, s'il vous plaît. Abandonnez dans les égouts.
En Chine, une femme entend des bruits étranges dans les canalisations de son immeuble. Des bruits qui ressemblent au cri d'un enfant. Elle avait les pieds sur les canalisations et des coups avec effroi, un bébé coincé dans les tuyaux. Le cordon ombilical encore attaché à son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant vient d'être mis au monde, la mère ne doit pas être très loin, sauf que personne ne vient réclamer le bébé. L'opinion publique s'indigne, elle projetterait son enfant dans les toilettes pour l'abandonner dans les égouts. Une enquête est ouverte et la mère est rapidement retrouvée. Il s'agit de la même femme qui a appelé les pieds la nuit où l'enfant a été découvert. Confrontée à la police, elle affirme avoir donné naissance à l'enfant par accident alors qu'elle utilisait les toilettes. Le bébé s'est tombé dans la cuvette sans qu'elle ne parvienne à le rattraper. Ouais. La femme a 22 ans, elle est tombée enceinte suite à une relation d'un soir, elle n'a pas assez d'argent pour avorter. Du coup, quand le bébé est arrivé, elle a pas su quoi faire et a préféré donner l'alerte. Pour vous rassure, l'enfant va bien. Hormis quelques blessures, il s'en est sorti en bonne santé. La police ayant conclu un accident, le bébé a été reconfié à sa mère à la sortie de l'hôpital. C'est pas le seul cas. À Sao Paulo, au Brésil, la police a retrouvé un bébé jeté dans un sac plastique dans les égouts. Pareil à Sydney en Australie, le nouveau-né ayant survécu plusieurs jours enroulé dans une simple couverture. Par contre, cette fois, la mère a été inculquée pour homicide volontaire. Et si vous voulez savoir ce qui serait passé si vous les avez pas retrouvés, Bruce Lee, le roi des égouts. Vous l'ignorez peut-être, hein, mais les égouts sont le refuge d'énormément de sans-abri, de délinquants ou de marginaux. Que ce soit à New York, Las Vegas, Bogota ou Kingston, comme personne ne voulait d'eux, ils se réfugient dans les souterrains, où ils s'organisent pour trouver de la nourriture, dormir au chaud et survivre. Ce phénomène a d'ailleurs empiré ces dernières années avec le Covid. La communauté souterraine la plus incroyable se trouve probablement à Bucarest, en Roumanie. Sur tous les pieds de la ville se cache un véritable royaume. Lors d'un reportage en 2014, une équipe de télé a pu descendre et découvrir que plus de 60 personnes y vivaient, entassées dans plus de 20 pièces aménagées sur terre. On y trouve des dortoirs, une cuisine avec un four et même un sapin de Noël, récupéré dans les ordures de la ville. La vapeur des tuyaux réchauffe les résidents pendant l'hiver. Mais qui sont ces gens? Pour la plupart, des orphelins qui ont fui leur foyer à cause de mauvais traitements. On trouve aussi des sans-abri et des toxicomanes, la plupart sont séropositifs. Mais comme ils avaient nulle part où aller, ils ont trouvé refuge là. Certains ont même eu des enfants qui ont grandi, n'ayant jamais connu la surface. Le chef de cette cour des miracles, c'est lui. Bruce Lee, autoproclamé roi des égouts. Avec ses dizaines de médailles, ses chaînes au poignet et la meute de chiens, on dirait un personnage de jeu de combat. C'est une figure complexe. À la fois, c'est un ancien délinquant au corps recouvert de tatouages et de cicatrices qui fournit la drogue pour toute sa communauté, notamment une peinture métallisée qu'on inhale dans un sac plastique. Mais c'est aussi un protecteur pour cette communauté. Il offre l'abri aux clochards qui mouraient de froid, il protège les enfants vagabonds des prédateurs, et il paye même des gangs du coin pour qu'ils les laissent tranquilles. Et évidemment, tout ça ne plaît pas beaucoup aux autorités. Ça essaye d'empêcher l'accès aux souterrains. En 2015, Bruce Lee est arrêté pour vol, crime organisé et prostitution d'enfants. Pas si sympa finalement. La communauté, elle, existe toujours. Septic Tank Sam. 13 avril 87. Un fermier canadien sort inspecter sa fosse septique. Arrivé sur place, il découvre une jambe enfoncée dans le réservoir. La police rapplique et découvre un corps baignant dans les eaux usées. Les médecins sont formels. L'individu est mort depuis plus de 6 mois. Ce cadavre, la police va lui donner le surnom de Septic Tank Sam. Pendant plus de 40 ans, l'identité du corps restera inconnue. Il aura fallu attendre janvier 2021 pour qu'enfin on arrive à l'identifier. Il s'agit de Gordon Edwin Sanderson, un Amérindien âgé de 26 ans à sa mort. Comment on a pu mettre autant de temps à identifier le corps? Premièrement, dans les années 80, l'ADN n'était pas encore exploité par les enquêteurs. Ensuite, le corps était dans un état de décomposition avancé, affreusement mutilé. L'autopsie relève que Gordon Sanderson avait été attaché, frappé, agressé sexuellement et brûlé. Il y avait tellement de mutilations qu'il a fallu plusieurs mois aux médecins pour déterminer si le cadavre était celui d'un homme ou d'une femme. La victime a été abattue de 2 coups de feu, un dans la poitrine, un dans la tête, qui lui a arraché une partie du crâne. Là encore, il a fallu plusieurs mois pour reconstituer le visage. Pendant des années, son cas a fasciné le monde. Il y a même un Reddit sur lui où les internautes exposent leurs théories sur le crime. Le tueur, lui, n'a pas été identifié et est probablement mort à l'heure qu'il est. Avec toutes ces histoires, pas sûr que vous ayez envie de vous retrouver dans les égouts, seul en pleine nuit. Pourtant, c'est un endroit très apprécié des explorateurs urbex. Sur YouTube, on retrouve des tas de vidéos de gens qui explorent ces souterrains abandonnés. Si l'ambiance est souvent claustro, on y fait rarement de mauvaises découvertes. On rappelle cependant que ça reste illégal, mais c'est surtout dangereux. Vous pouvez notamment vous perdre
et voir vous noyer, ce qui arrive souvent dans les catacombes de Paris. Si vous voulez faire ça de façon légale à Paris, vous pouvez visiter le musée des égouts, il y a une partie qui est accessible, ou alors à New York, pour la Saint-Valentin, les couples peuvent se date dans une station d'épuration. Voilà, original comme rendez-vous. Si l'aventure vous tente, foncez, mais prenez garde à ne pas vous égarer. Qui sait sur quoi vous pourriez tomber? Pensez à vous abonner et à liker. Allez les amis, ciao! Alors aujourd'hui, 3 nouvelles histoires, 3 nouveaux témoignages de gens qui ont vécu un truc très creepy dans leur vie. Encore une fois, il n'est toujours pas question de paranormal, de surnaturel, il est question juste d'humains chelous, oppressants, bizarres, menaçants, dont malheureusement certaines personnes ont croisé la route et ça a donné une expérience vraiment chelou et un peu traumatisante. On commence tout de suite avec Inès. Inès, il y a 3 ans, elle avait 25 ans et elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre. Un peu comme beaucoup de gens de son âge. Quelques jours après, elle tombe sur un profil d'un mec qui lui plaît, un mec un peu geek. Sur son profil, il y a des photos de ses voyages, de ses randonnées. Bref, il lui tape dans l'œil comme on dit si je puis me permettre. Alors elle fait le pas, elle lui envoie un message, il lui répond, puis ils se mettent à discuter, ils échangent même leur numéro. Petit bémol, Tom, le mec à qui parle Inès, n'habite pas dans la même ville qu'Inès. Il habite assez loin et du coup il lui dit que il compte pas du tout se rendre dans la ville d'Inès, donc que probablement ils se rencontreraient jamais. Inès elle explique que ça la séduit parce qu'elle se dit putain le mec il est honnête, le feeling passe bien, j'en ai conscience, il en a conscience, mais il me dit clairement qu'il a pas le temps de venir me voir dans ma ville quoi. Bref, chacun ses techniques pour plaire à une fille, on n'est pas là pour parler de ça. Quelques semaines plus tard, bonne surprise, Inès reçoit un message de Tom dans lequel il lui dit qu'il est dans un bar de sa ville parce qu'il avait un rendez-vous professionnel. Du coup, il lui propose de le rejoindre dans le bar pour qu'enfin ils se rencontrent et que peut-être ce soit le début d'un amour fou. Plutôt cool. Tom, il lui plaît vraiment, donc elle se dit bon vas-y, go le rencontrer et au pire c'est un tocard et c'est pas grave, tu vois, il y a plein de premiers rendez-vous qui se passent pas bien, on est déçu et puis on voit plus la personne et c'est réglé. Tom lui propose de venir la chercher chez elle en voiture et Inès malheureusement accepte. C'est ses mots, elle explique que malheureusement elle a accepté. Inès se retrouve dans la voiture de Tom et elle grille que c'est une voiture de location et que c'est pas sa voiture. Il est censé venir d'une autre ville, peut-être qu'il a pris le train et qu'en arrivant il a loué une voiture pour enchaîner ses rendez-vous pro. C'est aussi possible. Inès, attention la paranoïa. Ils vont chercher une place pour se garer autour du bar pendant 10 minutes, mais il y en a pas. Donc Tom demande à Inès de lui dire où aller pour qu'il puisse se garer. Inès, très bon réflexe, choisit le parking d'un centre commercial sur lequel il y a toujours plein de voitures et pas mal de gens qui passent. Elle est quand même dans la voiture d'un mec qu'elle ne connaît pas, qu'elle a jamais vu, donc c'est quand même malin de couvrir ses arrières et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent le voir, si jamais ça se passe mal. Ils arrivent enfin dans ce bar et aussitôt arrivé, aussitôt Tom essaie de faire boire Inès. Tom insiste, alors elle prend un verre, puis un deuxième, et normalement c'est pas son genre, normalement quand le mec force un peu, elle se casse tout de suite, elle arrête, mais là elle explique qu'il lui plaisait suffisamment pour qu'elle continue cette soirée avec lui. Deuxième move très malin d'Inès, dans le bar, il y a une vieille connaissance à elle. Alors elle va l'interpeller pour que cette connaissance voie Tom, et en fait elle explique que sur le moment elle a eu un réflexe un peu de parano, mais un peu malin, où elle s'est dit, vas-y ce gars là je le connais quand même pas, c'est quand même cool si une connaissance à moi m'a vu avec lui et a vu son visage si jamais il se passe un truc pas bien. Moi je trouve ça dingue de penser ça mais de continuer le rendez-vous, genre mec, si t'es dans une parano pareille, arrête tout, rentre chez toi, c'est bon, stop. Après 1h30 de conversation, c'est la fin du rendez-vous. Inès dit à Tom, bon bah c'était cool, vas-y je rentre. Et là Tom insiste pour qu'ils aillent tous les deux boire un café de l'autre côté de la rue pour se dégriser un peu. Inès trouve ça chelou parce qu'ils sont pas restés vraiment longtemps dans ce bar, ils ont pas vraiment beaucoup bu. Bref, c'est bizarre d'aller taper un café après ça quoi. Du coup Inès elle refuse et elle change de sujet pour le distraire et finir sur une note agréable. Dans la discussion, Tom explique à Inès qu'il a loué un Airbnb pas très loin de la ville et il lui propose de venir finir la soirée chez lui puisqu'il y vit seul. Inès lui sort des noms très polis. Ah mais non, je suis fatigué. Ah mais tu sais, demain je dois me lever tôt. Ah, vous connaissez tout ça. Mais à chaque fois qu'elle dit un truc, Tom il a un argument contraire pour lui dire si tu vas venir, viens, si viens. Au bout d'un moment, Inès elle trouve the parade, elle lui dit ok je veux pas venir mais vas-y si tu veux tu me ramènes chez moi. Quelle erreur. C'est ciao normalement quand il force à ce point le mec, c'est fini. Une fois dans la voiture, Tom est en train de conduire et il dit à Inès attends, tu sais quoi, on va s'arrêter au supermarché, comme ça tu vas pouvoir t'acheter quelques affaires et tu seras plus confort chez moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Tom? Là, Inès, elle bug, elle se dit, attends, est-ce qu'il fait exprès de pas comprendre? Ou est-ce que juste on s'est mal compris et je me suis pas bien exprimé? Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Tom continue de rouler et il s'approche d'une zone rurale dans laquelle il n'y a aucun supermarché, c'est bon? Aucun. Inès, au pied du mur, tente le tout pour le tout et lui dit, écoute mec, vraiment je t'ai dit je veux pas du tout aller chez toi, donc ramène-moi chez moi s'il te plaît comme prévu. Tom reste cool et lui dit, non mais t'inquiète, on va passer une bonne soirée, en plus les propriétaires du Airbnb ils sont vraiment sympas, tu vas voir, on va trop s'amuser. Ce qui paralyse complètement de peur Inès, étant donné que souvenez-vous, quelques minutes avant, il lui avait clairement dit qu'il était seul dans ce Airbnb. Inès change donc de stratégie et elle lui dit, ah ok, bon ok vas-y, ça va être cool, mais avant, est-ce qu'on peut faire un petit détour par chez moi pour que je prenne mon pyjama et des médicaments que je suis obligé de prendre tous les jours?
Alors, je sais pas comment elle a eu cette idée, Inès, parce que entre la pression du mec bizarre, le fait d'être dans une zone rurale où il y a rien, même pas de lumière, etc. Faut vraiment être très courageux pour avoir une impro pareille. Par chance, Tom accepte et il fait demi-tour. Une fois presque arrivé, Tom dit à Inès qu'il va monter avec elle dans son appart pour l'aider. Et vous savez, c'est ces phrases horribles où le gars, il fait genre d'être gentil, bienveillant et tout, mais c'est juste hyper mal placé et hyper intrusif. Genre, tu sens tout de suite que ça, y a un truc qui va pas, quoi. À ce moment-là, Inès, elle est encore en voiture avec lui et elle se dit, putain, qu'est-ce que je réponds à ça, parce que à tout moment, là, il refait demi-tour et il m'emmène dans les bois et c'est un malade, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pendant qu'elle réfléchit, ils arrivent à un stop et il y a des gens qui traversent la route. En les voyant, Inès, elle descend de la voiture très vite, mais très calme, et elle explique à Tom qu'elle a trop mal au crâne, qu'elle lui enverra des messages, mais que là, elle a juste envie de dormir. Elle ferme la porte avant même que Tom lui réponde et elle fonce très vite dans un parc dans lequel la voiture de Tom ne peut pas passer. Arrivée aux abords du parc, elle regarde discrètement derrière elle que Tom ne descend pas de la voiture pour la suivre à pied. Et non, il est bien là, au volant de sa voiture, furax, mais il bouge pas. Inès explique qu'il l'avait bloqué sur l'appli de rencontre dans l'heure qui suit. Et elle explique qu'avec le recul, elle pense que s'il a autant insisté pour son histoire de café, c'est qu'il voulait qu'elle reboive quelque chose dans lequel il aurait pu glisser éventuellement un truc de merde comme GHB, enfin bref, une drogue de connard là pour profiter d'elle. Elle pense aussi que s'il lui a dit dans l'appli qu'il habitait pas dans cette ville et qu'il comptait ne jamais s'y rendre, donc il se verrait probablement jamais, c'était uniquement pour couvrir ses arrières et qu'il y ait zéro trace dans l'appli du fait qu'ils se soient rencontrés. Et au-delà de ça, c'est surtout un feeling. Il y a des gens, des fois, t'as vraiment pas un bon feeling. Tu te dis vraiment là, il y a un truc qui est bizarre, qui est pas normal et ça cloche là. Mais quand même, petite note positive, entre temps, ça l'a pas effrayé Inès, elle a refait des rencontres sur cette appli de rencontre et elle y a même rencontré son fiancé. Bravo! Moi je n'aurais jamais relancé l'appli. Il est temps de passer à la seconde histoire qui elle ne parle pas du tout d'appli de rencontre. C'est l'histoire de Victor qui commence d'abord par donner tout le contexte. Il vit avec ses parents dans une belle et grande maison qui est plus ou moins foutue en deux parties. Il y a une partie type très bel appartement au premier étage et il y a une seconde partie au sous-sol avec garage, buanderie, etc. Un jour le père de Victor décide de faire installer des climatiseurs. Le lendemain il y a donc pas mal d'employés qui viennent. Il y a une partie à l'intérieur, il y a une partie dehors pour installer les fameux compresseurs, vous savez, qu'on voit partout à l'extérieur des maisons et des appartements aux États-Unis d'ailleurs. Enfin bref, il y a beaucoup de passages. Et ce jour-là, du coup, la mère de Victor et Victor lui-même décident d'aller faire des courses et de pas être à la maison parce que il y a du bruit, du monde, bref, c'est chiant. Le père de Victor, en revanche, reste dans la maison pour diriger les ouvriers. Victor et sa maman rentrent le soir après avoir fait des courses, un petit resto, bref, une petite sortie entre mère et fils. Et le père de Victor est déjà au lit parce que les travaux l'ont complètement crevé. Donc Victor et sa maman dînent tous les deux devant un film à l'étage dans la partie appartement de leur maison. Après avoir dîné, Victor demande à sa mère d'aller garer la voiture au parking parce qu'elle s'était juste mis devant à l'arrache. Et sa mère, quant à elle, lui demande d'aller vérifier que la porte d'entrée est bien fermée à double tour parce qu'il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de gens qui sont venus dans la maison aujourd'hui pour cette histoire de climatiseur. Victor va check et c'est pas le cas. La porte n'est pas du tout fermée à clé et elle est même un peu entrouverte. Bon, pour lui rien d'inquiétant, il se dit qu'ils l'ont mal claqué en arrivant. Il la ferme à double tour et il remonte à l'étage. Ils se remettent devant leur film et quelques minutes plus tard, Victor, il entend un bruit sourd venir du sous-sol, de la buanderie plus précisément. Il explique qu'il était pas inquiet parce qu'en fait ils ont un chat et que souvent ce chat, quand il a faim, quand il veut que Victor lui donne à manger, il fait des conneries. Classique. Jumbo fait la même chose, donc je vois très bien le truc et même vous, vos chats font la même chose, c'est sûr. À mi-chemin dans les escaliers qui mènent à cette fameuse buanderie, Victor il entend un autre bruit sourd. Cette fois-ci plus fort que le premier qu'il avait entendu. Il se dit bon bah c'est sûrement mon chat, il m'entend arriver, il pense que j'ai la gamelle dans les mains, donc il est tout excité et il fait encore plus de conneries. Victor ouvre la porte du sous-sol et il n'y a pas son chat. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que d'habitude, quand il ouvre la porte, son chat court vers lui parce qu'il est content de le voir et surtout d'avoir très prochainement de la bouffe. Victor entre dans la buanderie et là son cœur arrête de battre parce que la porte du placard est fermée. Attendez, il manque une info. Victor et ses parents ne ferment jamais la porte du placard. C'est même une instruction du père de Victor. Parce qu'il y a des souris qui régulièrement se planquent dans le placard. Et ils veulent que leur chat puisse aller dans le placard pour les débarrasser de ces souris. Il comprend donc que le gros boom qu'il a entendu, c'était sûrement la porte du placard qui a été claquée. Il se retrouve donc seul au sous-sol face à ce placard. En étant convaincu que quelqu'un se cache à l'intérieur. Il veut juste pas donner une raison à cette personne d'ouvrir la porte. Auquel cas Victor se retrouverait en danger puisqu'il verrait le visage de cette personne. Et donc cette personne aurait des raisons de s'en prendre à lui. Et là Victor il fait un move de génie. Ok, de génie. Déjà il fait genre qu'il a rien remarqué de bizarre. Il s'y flotte tranquille et il se met à parler avec une voix de bébé un peu gaga à son chat alors que son chat n'est pas là. Il sort sa meilleure prestation d'acteur. Pendant qu'il fait ça, il recule peu à peu vers les escaliers en gardant bien entendu les yeux rivés sur cette putain de porte de placard et il réussit à réatteindre les marches et il fonce pour expliquer à sa mère ce qui vient de se passer et ce qu'il pense qui se passe actuellement dans la buanderie. Sa mère bien entendu le prend pas du tout au sérieux. Elle lui dit mais mec c'est juste la porte du placard qui est fermée. Aujourd'hui il y a eu plein d'inconnus dans la maison. Il y en a peut-être juste un qui a fermé la porte en partant. Enfin il y a rien de bizarre. Mais Victor il insiste. Il a vraiment eu peur et du coup sa mère réveille son père et son père prend son fusil et descend. On est aux États-Unis.
C'est pour ça. Une fois en bas, après un petit silence, le père de Victor ordonne à Victor et sa mère d'aller se cacher et d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive, ils fouillent toute la maison, ils fouillent les alentours de la maison et ils trouvent rien. Et le père leur explique à tous qu'en fait, en descendant, il a vu que la porte du placard était grande ouverte et que la porte arrière de la maison l'était aussi. Victor a donc été un putain de génie parce qu'il y avait vraiment un mec dans le placard et que s'il avait commencé à s'affoler et à dire y a quelqu'un, le mec aurait réagi de manière sûre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment badant ce truc de gens qui sont chez toi, qui sont là, qui se cachent, qui viennent avec des intentions qu'on ne connaît pas. C'est horrible. Allez, il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Julia. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a su que récemment, donc des années plus tard, ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Je m'explique. À l'époque, les parents de Julia travaillaient jusqu'à tard le soir et du coup, ils rentraient pas avant 20h. Donc à partir de la 6ème, quand le bus déposait Julia, fallait qu'elle marche seule pendant 5 minutes pour atteindre la maison et ensuite elle faisait la routine habituelle, elle explique qui était, jouer à des jeux en ligne sur l'ordi et regarder la télé. Et quelquefois, le chat du voisin venait dans la cour arrière de la maison de Julia et elle sortait pour le caresser un peu et le nourrir. La maison dans laquelle elle vivait, Julia, c'est une maison dans laquelle il y avait beaucoup de fenêtres. Ce qui est très cool en plein jour parce que c'est très lumineux, ce qui est moins cool le soir parce que si t'as pas de store, tout le monde voit ce qui se passe dans la maison. Bref, tout ça pour dire que globalement, avec toutes ces fenêtres, on voyait très bien tout ce qui se passait dans la maison, y compris quand Julia était seule. Un soir, Julia rentre de l'école, elle descend du bus comme d'hab et elle marche 5 minutes dans le noir jusqu'à chez elle. Comme d'hab, elle fonce dans le bureau de son père, elle allume l'ordi et elle tape ses meilleurs games. Sauf que ce jour-là, après environ 30 minutes de jeu, Julia entend des miaulements venir de l'extérieur. Alors elle met son jeu en pause, elle se lève, elle va voir à la fenêtre si elle voit quelque chose, pensant que c'est le chat de son voisin, une fois de plus, qui vient lui demander à manger et des caresses. Mais il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de sanglier non plus. Alors elle se rassoit, elle reprend sa game et de nouveau un miaulement. Alors elle se lève, cette fois elle va voir à travers la deuxième fenêtre du bureau de son père et toujours rien. Ce petit jeu là va durer environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit saoulée et qu'elle aille dans le salon pour se poser devant la télé. Et pareil, au bout de 2 minutes, il y a des miaulements qui viennent de la fenêtre. Là elle commence à prendre un peu peur et elle court dans sa chambre pour lire un livre et les miaulements la suivent jusqu'à sa chambre puisqu'ils viennent maintenant de la fenêtre de l'extérieur de sa chambre. Le chat harcèle littéralement Julia. Donc elle appelle son père pour lui expliquer ce qui vient de se passer et son père lui explique qu'il va demander au voisin de venir checker puisque lui il est au travail et qu'il peut pas et qu'il va la rappeler. 10 minutes plus tard, son père la rappelle et lui explique qu'il rentre à la maison. Il est pas du tout stressé ou en panique, il lui explique juste que son travail a été annulé et que du coup ce soir il peut rentrer plus tôt. 1 heure plus tard, son père arrive à la maison et entre temps elle réalise que les miaulements avaient complètement arrêté. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Quelques jours avant de raconter ça, Julia a enfin su la vérité sur cette histoire. En fait, elle a abordé le sujet en mode putain, c'était marrant cette histoire de chat là qui miaulait, je t'avais même appelé. Et son père lui a avoué la vérité. En fait, le voisin de Julia était bel et bien venu voir autour de la maison s'il trouvait son chat. Et en fait, il a pas du tout trouvé un chat. Il a trouvé de grosses empreintes de pas tout autour de la maison, très collées au mur de la maison pour pas être vu depuis les fenêtres. En fait, il y a quelqu'un qui avait suivi Julia jusqu'à chez elle, puisque souvenez-vous, elle faisait un bout du trajet toute seule. Et cette personne, elle faisait des bruits de chat pour que Julia sorte de chez elle. En voyant les traces de pas et en constatant ça, le voisin du coup il a direct rappelé le père de Julia et c'est pour ça que le père de Julia est rentré du travail immédiatement. Et elle explique qu'il a même passé tous les jours qui ont suivi avec elle à la maison tellement il a eu peur pour elle. Et ils ont bien évidemment appelé la police sauf que les traces de pas s'arrêtaient à partir d'un certain endroit et du coup ils ont jamais pu savoir qui était là et pourquoi quoi. Mais grosso modo c'était une technique de quelqu'un qui comptait kidnapper Julia. C'est horrible. Tous les pères et mères de famille qui sont dans la vidéo, courage les frérots. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais raconter des histoires et c'est pas des témoignages que j'ai vus sur internet, c'est des histoires que vous avez vécues. Alice, Clara et Sofiane ont vécu plusieurs trucs dans leur vie creepy. Ils vont raconter le truc le plus creepy. Ah, vous avez vécu c'était le truc le plus creepy? Ouais. Ouais, proche, ouais. Ah, t'as vécu plusieurs trucs creepy, c'est horrible. Et toi? Moi, c'est le seul. C'est l'unique. C'est l'unique. Je ne connais pas les histoires. J'ai entendu parler à une époque de cette Alice, mais j'ai hâte de la découvrir en détail. Contente aujourd'hui, j'avais envie de faire évoluer le format, qu'on teste avec des invités. Et surtout, je suis content parce que pour une fois, après avoir entendu l'histoire, je vais pouvoir poser des questions, réagir et Ouais, tout. tu vas être spectateur là pour une fois. Voilà, exactement. Et ce que je ne peux pas faire, habituellement, je peux pas poser des questions aux personnes puisque c'est des trucs qu'ils ont postés il y a 2 ou 3 ans sur Reddit. Là, croyez-moi, vous allez vous manger un tas de questions tous les trois. Et vous allez répondre à toutes, ok? Allez, le mode horreur, Oh là. Alice, tu es la première. C'est parti pour l'histoire de Alice, vraie histoire qu'elle a vécue. Et attendez, pour rassurer les gens, on lève la main solennellement et on dit je ne dirai que des choses vraies que j'ai vécues. Que j'ai vécu. Oui, voilà, très bien, ça compte. C'est parti. Ok, il y a 1 an, l'été, c'était la canicule. J'étais allée faire un barbecue en banlieue. Du coup, je suis rentrée tard, relativement tard chez moi, vers 2h du matin. Je vivais avec ma coloc Pauline, qui m'avait pas vu rentrer. 1 heure plus tard, 4h du matin, il y a Pauline qui me toque à ma porte et qui me réveille avec une phrase incroyable qui me dit « Il y a un homme dans la maison ». Juste ça. Quand on te réveille à 4h comme ça, enfin, t'es pas lucide, tu comprends pas, enfin, t'es dans les vapes, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'elle me faisait une blague un peu en mode, il y a un homme dans la maison, en mode, c'est qui l'homme dans la maison, ou je sais pas, je pensais qu'elle parlait de son mec, enfin, je comprends pas du tout de quoi elle me parle. Et je lui dis, mais non, il y a personne, enfin. Elle me dit, mais si, là, il y a un homme dans la maison à côté de moi.
Et en fait, en gros, moi dans ma... Pause. Elle peut vraiment pas réagir, non? Non, mais c'est C'est la règle, frérot. Et elle me dit, mais tu l'entends pas, tu le vois pas, enfin il est à côté de moi. Elle commence à devenir folle en mode, mais dis-moi que tu vois l'homme qui est là, devant ma tête, tu vois. Et là, effectivement, j'entends un mec qui parle d'un parfait anglais. Donc je sais que déjà ce mec... Je pensais que c'était le mec de Pauline, il y avait que lui qui pouvait être là, et je sais qu'il ne parle pas du tout anglais. Je comprends pas, tu vois, et tellement décontracté, le mec dit juste « Guys, I'm just looking for the keys to get out ». Parce que tu peux pas sortir de chez moi sans clé, parce qu'il n'y a pas de poignée en fait. Genre juste il te demande comme ça, où sont les clés quoi. Genre, où sont tes clés, j'aimerais sortir. Donc le mec prend les clés, il sort comme ça, il descend, mais vraiment, mais enfin dimanche quoi. Et du coup, je crie à Pauline, mais poursuis-le, parce que moi j'étais pas habillée, je pouvais pas me lever là comme ça, j'allais prendre trop de temps. Je lui dis, mais poursuis-le, genre demande-lui qui c'est. Et c'était quand même assez drôle parce que j'entendais Pauline en mode Who are you, genre dans les escaliers. Et juste, le mec se retourne, très décontracté, lui sourit et lui dit, Don't worry. Juste ça. Et ce mec, c'est ni un pote à toi, C'est rien, ni c'est un un pote mec. à elle, et il est dans l'appart là, On se voit en que pleine c'est- nuit, on se et voit il vous que dit c'est- non mais et- juste les clés, je vais m'en aller. Voilà, je cherche juste à sortir. Et donc en gros, donc, la deuxième segment, donc Pauline remonte les escaliers et je suis en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin comment il est rentré? Et elle me dit par la fenêtre. Il faut savoir que j'habitais au 2e étage et c'est vraiment très très haut et enfin c'est un pro tu vois, c'est un peu un ninja, enfin je sais pas. Peut-être pas comment la dire. première fois qu'il fait ça, quoi. Bah complètement. En gros, elle pensait que c'était moi qui était rentré un peu bourré ou je sais pas quoi et on se fait vraiment fréquemment des blagues. Et du coup, élément important, pour rire, elle dit hi bitch, enfin en pensant que c'est moi. Elle ouvre la porte en disant hi bitch et là elle tombe sur un mec de dos. Là il commence à répondre en anglais parce qu'il a cru qu'elle était anglaise parce qu'elle a dit hi bitch. Enfin il y a eu un... Ça c'est génial du coup. Le mec s'est accroché à une manche. Et le mec, au début il lui dit I'm looking for a place to sleep. Après il lui dit I'm just trying to get out, encore, tu sais. Il lui dit des trucs contradictoires et elle continue de lui dire mais t'es qui et il répond pas. Là où on a eu de la chance, c'est qu'il avait pas tout à fait le profil du mec qui te faisait flipper dans le sens Et Ah bon? prendre sur lui et tout, bien. bien habillé, Ah bon? genre un peu stylé. Ça c'est. Non mais ça Non, c'est C'est mais- la drogue. drogue. Drogue, direct. Tu crois? Ta pote, elle a cru au début que c'était un pote à toi peut-être. C'est ça. Elle Parce s'est que- dit ok, elle est rentrée avec un mec. Du coup, moi, premier réflexe, genre j'appelle les flics et au bout de 2 secondes, je vois en fait la lumière bleue genre à ma fenêtre. Je me dis, ils sont déjà là. Enfin, trop bizarre. Enfin, comment ça se fait qu'ils sont déjà là? Enfin, il s'est passé 30 secondes quoi. Et je vois qu'ils ont attrapé le mec et qu'il y a déjà une voiture, il y a déjà des gens rassemblés en bas et tout. Je me dis, Quoi très efficace quand même. C'est mieux que tout ce que j'ai lu Mais attends, sur Reddit. Et en gros, on descend, il y a une entreprise de vigile, très pratique. Et en gros, le vigile raconte qu'il a vu le mec en fait monter Ok. chez nous et que du coup, il l'a cramé direct et qu'il lui a dit descends, etc. Le truc important dans cette histoire à comprendre, c'est que quand le mec est arrivé chez nous, il s'était déjà fait cramer. Et c'est pour ça qu'il voulait sortir. C'est qu'en fait, tu vois, il devait être à ça de la fenêtre, il était comme ça en mode trop bas, je suis chez ma cousine. Et il du s'est coup, dit le meilleur moyen de s'enfuir c'était de rentrer et de sortir par chez lui. voilà, et en fait, le truc c'est qu'est-ce qui se serait passé Si le Il n'avait vigile pas n'avait été pas vu. vu. Ah, c'est Waouh. c'est la question qui revient dans toutes les Et- putains et voilà. d'histoires C'est d'horreur. horrible. Bon, d'expérience, moi qui ai lu et les gens qui ont écouté beaucoup d'histoires comme ça, Ouais. soit ils venaient pour te mater dormir, Ben... ce qui est zarbe, hein, mais c'est une vraie passion chez des Ouais. gens, soit ils venaient pour faire des choses horribles dont je Bah, ne vais pas ouais. parler. J'ai un petit détail, si tu veux, niveau profiling de comment ce mec était. Ok. Enfin, du coup, on a eu accès à son sac à dos pour vérifier que qu'il avait rien volé, si tu veux. Et genre, enfin, c'est con, mais dans son sac à dos, c'était tellement bien rangé. En mode le Tupperware pour midi. Non, mais ça, c'est pas normal. Ah là là, là, c'est c'est pas vraiment Jean-Michel les cours, 50 plus quoi. Enfin, c'est pour ça aussi que les flics d'ailleurs nous disaient il n'y a pas de profil, enfin ils ont eu du mal à penser vraiment que ce mec pouvait être À comprendre que mauvais. ses intentions étaient Oui, ouais, pas enfin très eux ils bonnes. croyaient vraiment ces espèces de petits mensonges. Enfin, pour nous c'était évident que c'était justement un mec un peu double face. Ce qui est notable, c'est que dans ce que tu dis, il y a plein de points communs avec beaucoup d'autres témoignages. En fait, souvent, c'est ça qui est horrible avec les gens qui vivent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de moments où ils sont zéro pris au sérieux par les gens censés t'aider là-dedans, censés faire ce qu'il faut, censés rappeler à l'ordre l'autre pour plus jamais qu'ils refassent ça. Parce que même si vous avez rien eu physiquement, le préjudice moral, il est énorme. Donc, très bien raconté, incroyable. C'est, Waouh. c'est Attends, pas tout ce que je dis dans les threads, ça arrive pour le vrai. Oui, c'est ça. Attends, je pense à plein de trucs là. Je me dis, si le mec regarde cette vidéo là. Ah ouais, ah mais c'est possible. Crois-moi, Dans crois-moi. les commentaires, hein, it was me. Donc, Don't worry. Clara,
Je crois que c'est ton tour. Alors c'est pas du tout le même truc, moi c'est un truc un peu plus fou, au sens où il y a vraiment de la folie dans l'histoire. C'est une histoire qui arrive il y a quelques années, plus spécifiquement à mon père. Ce qu'il faut savoir c'est que mon père, donc, il a un cabinet médical qui est au rez-de-chaussée d'une maison, dont la porte est ouverte, du coup quand le cabinet est ouvert, la porte d'entrée, tu rentres comme tu veux, sauf qu'en vrai personne ferme la porte parce que voilà, il y a que ma cousine, ses 3 enfants et son mari qui est au 2e étage. Et donc un jour, il a fait une opération. Oh là là. Je veux savoir là. Je suis à fond dedans là, j'ai tout. Ah ouais, de ouf. Là j'ai le plan et tout, là, je suis direct dans ma tête, je suis au taquet. Bref, donc un jour, ma cousine prend sa petite lessive de linge pour faire la lessive de ses enfants au premier étage, et puis en entre-temps, elle descend vers la secrétaire, elle lui dit bonjour, blablabla, elle discute, nanana. Puis elle remonte pour aller dans la lingerie, et puis là, elle capte que dans l'appartement, il y a plein de trucs qui ont changé. Pas chez elle, mais au premier. Il y a plein de trucs qui ont changé, des trucs super chelous. Genre les photos de famille sont face contre terre, enfin face contre meuble. Les photos de mon père, elles, sont toujours droites, y compris celles de mon grand frère qui ressemble beaucoup à mon père. Et en plus de ça, il y a des photos d'une meuf. Genre d'une meuf. Parce qu'ils se sont ajoutés aux autres Ils photos. sont ajoutés aux autres photos. Et dès là, ma cousine, elle se dit, il y a un truc chelou, cette meuf, elle me dit quelque chose. Et il y a du linge d'enfant étendu partout dans l'appartement. Alors personne ne vivait dedans. Personne ne vivait dedans. Attends, c'est quoi au premier étage, Le rappelle-moi? premier étage, c'est un appart genre vide. En fait, en gros, c'était une grande maison de maître et du coup, les 2 étages du dessus, ça a été transformé en appart. Ok, Ma cousine, elle vit tout en haut et au premier, il y avait personne à ce moment-là. ok. Donc elle se dit, ok, je vais faire le tour de la maison. Donc elle regarde dans chaque pièce, la cuisine, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle va dans le salon et là, qu'est-ce qu'elle voit? Je vois une meuf qui est assise dans un fauteuil à l'opposé de la pièce. Genre, comme ça, le regard vide. Donc elle essaie de lui parler, tu vois, parce que pareil, tu sais que tu vois ça, tu sais pas comment réagir en Ah, vrai. bah oui, oui, Elle oui. est trop choquée, donc elle fait, ça va? Enfin bonjour, pas de réponse, rien. Regard vide, pareil, tu vois. Elle continue de lui parler en mode, est-ce que vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez où vous êtes? La meuf se lève d'un coup. Sortez de chez moi! Et là, Oh non, non, pas ça, putain. et d'un coup, ma cousine elle tilt, elle fait attends, mes gamins ils sont en train de dormir en 3e étage. Qu'est-ce qui se passe celui-là? Ah, c'est-à-dire elle est allée là où il y avait Non, des non, gens non, avant non. d'aller. Et Ah. donc ma cousine elle monte les escaliers avec la boule au ventre en mode qu'est-ce que je vais retrouver chez moi quoi. Et en fait elle arrive dans la chambre des enfants, les enfants dorment, genre ils sont couchés de dormir. Elle a sorti ça comme ça. Mais j'attendais que cette réponse. Mais ok, vas-y. Mais par contre leur chambre elle est complètement sans dessus quoi, genre enfin elle a pris plein de trucs machin. Et entre temps donc elle appelle les flics quand elle est en haut pour leur dire bah il y a eu une intrusion chez moi, il y a une meuf qui est là, qui se croit chez elle, qui a défoncé l'appart, elle a mis que des photos, enfin trop bizarre quoi. Les flics sont arrivés, ils ont embarqué la meuf et en fait c'est une meuf qui, pour la conclusion de l'histoire, était une patiente à mon père il y a très longtemps. Et en fait elle est tombée éperdument amoureuse de mon père, à coup de lettres d'amour, machin super creepy, Wow. avec ses yeux en relief en 3D là sur l'enveloppe. Oh non. Super chelou. Et donc l'histoire se finit là. En gros, elle a été embarquée en HP, ses parents se sont excusés pour ce qui s'était passé et en fait elle a fait un total sweep quoi. Waouh. C'est incroyable. Waouh. C'est ouf. En Et le fait- côté, attends, c'est ton père et qui? Sur notre photo que tu as dit qui ressemble à ton père? Le frère. Le grand frère. C'est drôle parce que du coup elle s'est dit c'est peut-être le Ah, c'est père, des- j'ai un doute. Oh, bah c'est. Oh, Ah, c'est peut-être le daron mais quand il était jeune. Allez. c'est ça qu'elle était jeune. On va le garder. Il y a un truc où C'est clairement ouf. elle s'est inventée, qu'elle avait des Elle s'est inventée enfants une vie, avec ouais. ton- Mais Enfin, ça, Alors, c'est- par contre, en fait, ce truc-là, c'est horrible à vivre parce que ça te bouleverse et tout. Il y a intrusion, la personne achète tes affaires et tout, c'est hyper violent psychologiquement. Mais en fait, c'est une maladie dont j'ai oublié le nom, un vrai syndrome que beaucoup de gens ont en fait. Ouais, à fond. Et surtout envers des big stars. Tu Ouais. vois, il y a beaucoup de Ouais, stars. ouais, c'est Il y a Brad Pitt. Bah, il a eu ça, Brad Pitt. Brad Pitt, il l'a eu de ouf. Mylène Farmer aussi. Mylène Ouais, Farmer, ouais. voilà, il y a beaucoup de grandes stars où ils sont rentrés chez eux Il y a quelqu'un. et il y a quelqu'un qui est là, genre En moi mode- je t'ai fait à dîner. Ouais, de ouf. Et vraiment la star qui dit Je te connais pas. Je te connais pas en fait. Sofiane, are you really, man? Bah ouais, vas-y. Je vais... Toi, t'as raconté tes histoires à Luciole. Moi, ouais. Ouais, Moi, c'est pas. Je sais pas si c'est creepy, mais je pense qu'il y a un élément qui fait que toute l'histoire le devient en fait, tu vois. Tu peux y aller, vas-y. Yeah. Yeah. Bon, ça se passe en 2012, c'est Noël. On est en famille, tout, enfin, bref, c'est Noël quoi. Et ma mère, elle sort une vieille boîte avec des vieilles cassettes vidéo parce que ma mère, elle a un TOC depuis très longtemps. Elle filme tout le temps, H24. Du coup, t'as des. Du coup, j'ai masse de souvenirs, Ah, j'ai masse de ouais. trucs dedans, c'est trop bien, c'est le feu. Mais du coup, voilà, elle sort cette vieille boîte et tout, et elle balance elle met des cassettes. Et là, sur l'écran, je me vois moi, 4-5 ans, très peu de gens le savent, mais je suis né en France, et j'ai pas vécu mes 10 premières années en France, je les ai vécues en Namibie. C'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et du coup, j'ai grandi là-bas et tout. Donc du coup, je me vois sur ces cassettes en Namibie, 4-5 ans, je cours partout, machin et tout. Il y a mes parents, il y a moi, il y a ma petite sœur, et il y a un mec qui est toujours avec nous. Il est là, il a un gros smile. Attends, c'est bizarre. Pour vous l'imaginer un petit peu, c'est un Renoir. Il s'appelle Onga. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, le mec, tu vois. Genre, Très sympa. non mais vraiment, Vraiment tu vois le très mec, sympa. trop sympa, il est tout le temps là. Et il est là pas que sur une cassette, il est là sur une vingtaine de cassettes, donc il est là sur plusieurs mois. Tu en as des fait. souvenirs de lui? Excuse-moi. Il est là, il joue avec Wam, il parle avec mon père, il mange avec nous, Et d'une cassette à une autre,
il est plus là. Et je me dis, le mec, enfin le gosse de 4 ou 5 ans qui est dans l'écran, il s'en bat les couilles. Il a rien à foutre, il continue à jouer, tu vois. Mais le gars de 2012, donc le moi de 17 ans qui est devant l'écran et qui regarde des cassettes, je me dis putain, mais c'est chelou, pourquoi il est plus là, tu vois. Bref, je mets ça dans un coin de ma tête. Et 8 mois plus tard, je suis avec mes potes et je dis à mes potes, putain, ce serait cool qu'on se barre, qu'on aille visiter un petit peu. Genre là, ça y est, on a plus l'école. Moi, je crois que j'avais commencé YouTube en plus à ce moment-là et j'avais un peu de thunes, je voulais qu'on se casse quelque part, quoi. Et du coup, la destination qu'on a choisie, c'est la Namibie. Parce que ça faisait très longtemps. Du coup, je n'étais pas retourné moi depuis. Et c'est un pays que j'avais envie de revoir et mes potes ont envie de découvrir. Et en plus, il se trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. On s'est barré en Namibie. On arrive là-bas dans un hôtel et tout. Pour les trous du cul parce que du coup, on joue à Dofus au lieu d'aller visiter tout le pays. La classe. Mec, non mais mec, on reste un mois dans la chambre d'hôtel à jouer à Dofus. Alors que le plus beau pays. Classique. Non mais mec, enfin bref, ouais, classique. Et à un moment, on se lève, un matin, on se lève, tu vois. Et on se dit putain, les gars, ce serait cool qu'on aille visiter quoi. Un petit peu, c'est. Ouvrons les volets. Ouvrons les volets au moins, tu vois. On se dit putain, vas-y, go, on bouge quoi. Et genre la meuf à l'accueil et je lui dis voilà, on aimerait bien visiter le pays, on aimerait bien bouger, on aimerait bien faire le tour de la Namibie, revenir à l'hôtel, comment on peut s'organiser, comment on peut faire et tout. Et la meuf, trop gentille, de toute façon en Namibie ils sont tous gentils, commence à me dire ah vous en faites pas, putain je connais un gars, il s'appelle Scalamp et il est trop cool et il va vous faire le tour, il est adorable machin et tout. Santé arrive. Hein. Et là le lendemain on voit Scalamp arriver avec un vieux van, je crois qu'il y avait même un pneu crevé. Bref. Et le mec il arrive, c'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, il a un putain de smile et je me dis mais toi je te connais toi. Je me dis toi, je sais pas pourquoi mais il y a un feeling, je lui ai pas dit tout de suite, mais je me dis il y a un truc chelou entre toi et... Bref, on fait le tour de la Namibie, le voyage dure un mois, c'est pas Un juste... mois avec ce gars. Un mois avec ce gars. Donc on a dormi dans des bidonvilles, on a dormi par terre des fois. C'était vraiment à l'arrache, mais il s'investissait tellement, il était tellement cool, tellement gentil que j'ai kiffé ma race. Et c'est peut-être un des plus beaux voyages de ma vie. C'est cool de voyager comme ça aussi, je trouve. Incroyable. Et bref, on passe tout ce temps-là avec lui. Et sur le chemin du retour, il y a mes potes qui sont dans le van derrière, ils dorment. Moi je suis devant avec lui. Et je me tourne vers lui et je lui dis Scalamp, je crois qu'on se connaît. Enfin, tu crois pas qu'on s'est déjà vu, machin et tout. Et il me dit bah oui, vous êtes le fils de monsieur Boudouli. Boudouli c'est mon nom de famille. Voilà. Et là je suis ok. Yes, du coup, t'es au courant depuis le début que je te connais, tu me connais et tout, tu dis rien du tout. C'est chelou, mais c'est peut-être sa façon d'être, parce qu'il parle pas beaucoup et tout, tu vois, genre... Je me dis ok. Et je lui dis, mec, c'est bizarre parce que Noël dernier, je regardais les cassettes et tout, et quand j'étais petit, je te voyais dans ma maison et tout, en Namibie, je te voyais, t'étais avec nous et tout, et d'une cassette à une autre, t'étais plus là. Et il me fait, ok, c'est tout. Et je t'explique, là-bas en Namibie, ok, c'est en mode parle pas trop, pose pas trop de questions qui fâchent, dors, la route est longue, à l'hôtel. Et donc j'ai fermé ma gueule, je peux me poser d'autres questions. On arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on lui dit au revoir, on lui fait bon, le check et tout, on lui fait des câlins, bref. Il a été trop gentil avec nous, tu vois. Il s'en va, la meuf de l'accueil elle me dit c'est bien passé avec Scalamp, machin et tout, c'était cool. Moi je dis ouais, c'était trop cool, machin. Et je lui dis mais pourquoi vous l'appelez Scalamp? Il s'appelle pas Scalamp. Et elle me dit non, il s'appelle pas Scalamp, il s'appelle Onga. Et je lui dis bah oui, je sais qu'il s'appelle Onga, pourquoi vous l'appelez Scalamp? Et elle me dit parce que Scalamp, là-bas en africané, ça veut dire voyou. Et je dis bah très bien, pourquoi vous l'appelez voyou? On parle quand même de Onga, on parle quand même de Tom Hanks. Elle me dit bah il a quand même tué sa femme. Ok. Là, on part, là on était bonne ambiance. Là on part sur féminicide. Ouais, je suis ouais, ouais. Bah non, mais c'est une histoire terrible. Et en fait, c'est une histoire qui est connue là-bas. Et en gros, déjà, faut savoir une chose. Petite parenthèse, en Namibie, le port d'armes est autorisé. Onga, il devait se marier. Et la veille de son mariage, il rentre chez lui. Il voit sa femme sur le canapé avec un autre mec. Il avait le gun dans la poche. De colère, il a voulu buter le mec. Il a buté la femme. Donc, du coup, il a fini par buter le mec. Je dis ça comme ça, je sais, je dis avec le smile, mais c'est vraiment nerveux, d'accord. Je préfère. Déjà pas, évidemment, rien n'est drôle dans cette histoire. Non, il y a rien qui est marrant. C'est absolument dramatique et. Voilà, il se fait choper, 15 ans de tôle, il fait que 10 ans, parce que c'est pas. On en a mis. Du coup, et moi, du coup, j'ai compris pourquoi Onga avait disparu des cassettes. Oh c'est Onga, mec. C'est Onga. C'est Onga, mec. Mec, c'est. Voilà. C'est très bâton, mec. Ouais. C'est crime passionnel et c'est arrivé malheureusement beaucoup de fois. Non mais mec, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... En plus il y a les potes qui étaient là, je leur ai dit, mais il y en a pas un qui croyait quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vrai, c'est vrai en fait. En fait, c'est juste bouleversant que t'aies été si proche d'un mec qui a tué sa femme. C'est ça, en fait, c'est que je connais personne dans ma vie, personne d'autre, qui a tué quelqu'un. Moi je trouve ça choquant de quelqu'un qui a tué quelqu'un. Heureusement. Voilà, bah oui, non, mais c'est chaud. J'ai pas envie de parler Milan, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'histoire de Aude. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo, c'est elle-même qui le dit, hein. Et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. Bref, ce jour-là, le jour de l'accident, il est 15h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone.
téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible le samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auxquels elle est disponible le samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, notamment sur le temps de la prestation, sur si elle doit récupérer les clés ou s'il les met sous le paillasson, ce genre de bêtises. Des trucs tout à fait normaux qu'elle a déjà vu plein de fois. Et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue, donc peut-être que ça rassure de voir la personne, je sais pas. Dans le doute, Aude refuse. Elle n'envoie pas la photo et la personne en face n'insiste pas. Le lendemain, nouveau message de ce client, et là, c'est vraiment bizarre. La personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. Inutile de préciser que c'est pas vraiment une question normale à poser à quelqu'un que tu mandates pour du babysitting. Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmée plus que ça. Qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie, mais pas de clients. Et c'est là où elle dit putain, ça aurait quand même dû m'alerter. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. Elle se tient face à une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches, il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. Ce qui est personnellement ma phobie. Il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là, avec sur la tête ce qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs, et surtout il a quelque chose dans la main mais elle arrive pas à voir ce que c'est. Aude reste figée, regarde cet homme, et après plusieurs secondes, tape le sprint de sa vie. Elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête. Et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi. Bref, si vous faites du babysitting, attention hein. C'est mon unique conseil dans cette vidéo. Deuxième histoire beaucoup plus longue et absolument horrible. Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aux États-Unis qu'il a rencontré ce qui est actuellement sa femme, avec qui il a désormais 2 enfants. Voilà, c'est le seul truc positif de l'histoire, j'espère que vous avez bien profité. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre 2 emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il n'y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Bref, voilà, il explique que c'était vraiment un endroit qui détestait, qui était vraiment pas ouf, mais il avait pas le choix parce qu'il avait très peu d'argent. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de cet emploi-là et pas de son premier emploi qui lui est de jour, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. Qui est une heure, on peut se le dire, pas très rassurante. Quand tu rentres à 2-3 heures, t'es un peu sur tes gardes quand même. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle, et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage, que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est, et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier, en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches normalement, il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, le gars dans la cage d'escalier fait exactement la même chose. Il est dans son perso quoi. Et là le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré, et d'un coup il se fige. Là Ahmed commence à vraiment avoir peur, et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement, mec, arrête. En gros il s'est dit que le gars en face s'entraînait, ou qu'il faisait une sorte de performance, bref peu importe. Et qu'en lui disant c'est bon t'es trop fort, bien joué, c'était cool, le gars allait arrêter. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute, et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème et qu'il se met à courir
courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed cette fois il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui, et là il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il n'a pas le choix, et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed il reste bouche bée regardant à travers l'œillet de la porte, il est complètement choqué, il n'arrive plus à bouger, il est tétanisé, et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed il a une sortie de secours, vous savez ces escaliers en fer qui sont collés au bâtiment et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui et après 30 mètres, il se retourne et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique que ça s'est fait très rapidement. Il a plus jamais eu de news de ce mime, hein, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste était un psychopathe qui s'amusait, ou s'il avait une réelle intention de, je sais pas, de le cambrioler, il a rien compris. En même temps, il y a rien à comprendre, mec. À part se barrer très loin, il y a rien à comprendre. Bref, c'est horrible. Tout ça nous amène à la dernière histoire qui est celle de Olivia. Il y a quelques semaines, il est 21h passées et Olivia est dans sa voiture avec son enfant. Elle est sur une autoroute du nord de la Californie et elle rejoint son mari qui se trouve chez ses parents. Tout ça a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est seule dans sa voiture et que son fils est à l'arrière de la voiture en train de dormir. Elle roule tranquillement sur une route à sens unique constituée de 2 voies et qui plus loin devient une route à une seule voie. Peu avant que la route ne devienne qu'une seule voie, il y a une voiture qui se met à rouler au même niveau qu'Olivia. Une voiture qui semble faire partie de celle que les policiers utilisent quand ils sont en civil. Bref, la voiture ralentit pour laisser Olivia s'insérer dans l'unique voie que devient cette route. Mais mauvaise surprise, la voiture allume son gyrophare. Olivia explique que la voiture qui se trouve derrière elle est toute noire et que du coup elle arrive même pas à voir à quoi ressemble le conducteur de cette dernière. Mais elle veut pas de problème, donc elle se gare sur le bord de la route et la voiture du coup vient se garer derrière elle. Olivia prépare son permis et ses papiers d'assurance en vue du contrôle qui va probablement lui tomber dessus. Et pas de surprise, un homme en uniforme du coup sort de la voiture de derrière et s'approche de sa vitre à elle. Une fois arrivée au niveau de sa fenêtre, Olivia baisse la vitre et lui dit: est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et elle le dit sincèrement, elle le dit pas comme vous et moi parfois quand on se fait contrôler et qu'on sait ce qu'on a fait. Elle comprend vraiment pas parce que là où elle a doublé le policier, qui en plus a ralenti exprès pour la laisser passer, c'est une zone où le dépassement est autorisé. Après avoir posé sa question, Olivia elle réalise qu'en fait l'homme qui est à la fenêtre de sa voiture, c'est pas un uniforme qu'il porte, c'est juste une tenue toute noire. Le gars il ressemble à une ombre quoi, dans le noir on le voit pas du tout. Et comme pour Aude, la babysitter, elle explique qu'au début elle a pas percuté, ça l'a pas alarmé plus que ça, et qu'après quoi elle a réalisé à quel point c'était grave en fait. Bref, elle lui tend quand même son permis de conduire en lui redemandant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je comprends pas. Et le monsieur à sa fenêtre prend son permis et l'inspecte pendant pas loin d'1 minute, ce qui est très long pour inspecter un permis, ça prend vraiment pas ce temps. Minute à l'issue de laquelle le monsieur rend à Olivia son permis sans avoir encore dit un seul mot, et c'est ce qui fait qu'Olivia comprend qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et dans un élan de courage, elle lui demande en s'excusant son numéro de badge et aussi le département de la police dans lequel il travaille. Et ce cher monsieur qui est très près d'Olivia, rappelons-le, hein, puisqu'il est à sa fenêtre, ne répond toujours pas à ses questions et la fixe pendant plusieurs secondes avant de fixer son fils qui est sur la banquette arrière en train de dormir. Et après plusieurs secondes et toujours aucun mot de sa part depuis le début de l'intervention, il retourne à sa voiture, il démarre et il se casse. Olivia explique qu'après ça, elle était en panique et elle a foncé chez sa belle famille en ne respectant aucune des limitations de vitesse tellement elle était dans l'angoisse. Elle n'a jamais revu ce mec qui n'était définitivement pas un policier. Encore aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Elle se demande par exemple ce que le mec aurait fait s'il n'y avait pas son fils qui dormait sur la banquette arrière. Bref, ça l'a hanté pendant pas mal de temps et c'est horrible parce que j'ai toujours eu cette angoisse de me dire mais attends, mais c'est sûr qu'il y a des faux gyrophares sur le marché. Et c'est assez convaincant pour que même si t'as un doute, tu t'arrêtes si jamais un mec
mec l'utilise derrière toi parce que au cas où c'est des policiers, t'as pas envie de te retrouver dans la merde parce que t'as fait un délit de fuite ou je sais pas quoi. C'est tellement badant mon gars, c'est l'enfer. C'est parti pour 3 nouvelles histoires flippantes, y a pas de blablabla, on commence tout de suite avec celle de Mélanie. Il y a 2 ans, Mélanie elle fait du house sitting pour un couple plus âgé, c'est-à-dire qu'elle garde leur maison quand ils partent en vacances ou quand ils ont un déplacement professionnel. Cette fois-ci c'est un scénario de rêve, c'est-à-dire que le couple veut partir en vacances à Hawaï 2 semaines mais ne veut pas emmener leur chat avec eux. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour garder leur maison et surtout leur chat et les nourrir. Et Mélanie ayant pas mal discuté avec eux et ayant partagé avec eux son souhait d'aller vivre en Californie, et bah bingo, Mélanie peut garder les chats du couple gratuitement et le couple peut partir en vacances sachant que leur chat sera bien traité par une connaissance à eux. Elle les rejoint donc dans leur maison en Californie quelques jours avant qu'ils partent à Hawaï. Ils vont lui faire visiter un peu la ville, lui présenter la maison, lui expliquer comment nourrir les chats et comment bien s'occuper d'eux. Et ils insistent sur le fait qu'il y a l'un des 2 chats qui est extrêmement timide, qui est presque farouche et que du coup il lui conseille de pas trop l'approcher, de pas trop forcer le contact parce que il est pas très amical. Le jour J, Mélanie les conduit donc à l'aéroport et le couple est cool puisqu'il lui laisse même les clés de leurs 2 voitures. Sympa. C'est donc le début des 2 semaines de garde entre guillemets pour Mélanie et donc elle est dans une maison très grande avec 2 voitures à sa dispo. Elle doit juste nourrir des chats, bref, le rêve, elle en profite pour visiter. Elle part se balader à San Francisco, à Sonoma, à Monterey, bref, elle aussi elle est en vacances finalement gratuites. Mais je vous rappelle que cette vidéo serait d'horreur. Pour le moment, tout est cool, ça fait du bien, n'est-ce pas? Attendez. Un jour, vers la moitié de la seconde semaine, donc on est aux 3/4 du voyage, Mélanie rentre à la maison comme d'habitude, sauf qu'elle a un très mauvais feeling. Elle se sent vraiment pas bien, comme si son corps lui disait non, reste pas là, t'es en danger. Vous connaissez ce feeling, il est relou, il est horrible. Sauf que là, il n'y a aucune raison de ressentir ça. Une fois dans la maison, elle se force à ignorer le fait qu'elle se sent vraiment sous tension et pour se changer les idées, elle commence à se préparer à manger. Il n'y a rien d'étrange, elle commence à se sentir un peu mieux, elle décide donc d'aller se coucher pour se remettre les idées en place, il n'y a rien de mieux. Et petite surprise en arrivant dans sa chambre, le chat timide se trouve cette fois sous le lit de la chambre d'amis, de la chambre dans laquelle Mélanie dort. Elle explique que c'est la première fois qu'elle le voit en 10 jours ce chat-là parce qu'habituellement il passe l'entièreté de son temps dans la chambre du couple. Le lendemain matin, elle se sent toujours bizarre, mais voilà, elle suit les plans qu'elle avait prévus pour la journée, elle va pas gâcher ses derniers jours de vacances, elle profite. Elle décide donc de prendre la voiture et d'aller à un petit festival de musique, avant ensuite d'aller faire du shopping, bref une journée qu'elle décrit comme géniale. Du moins avant qu'elle rentre à la maison. Ce soir-là, Mélanie finit par aller se coucher après avoir regardé un film. En se rendant dans sa chambre, le chat timide est de nouveau sous son lit. Elle voit clairement qu'il est pas content de la voir, mais qu'il a pas envie de quitter la chambre. Le lendemain matin, Mélanie elle se sent encore plus mal que la veille, elle a des nausées, elle a des courbatures, bref elle a aucune envie de sortir, sauf que la journée passe et que plus elle passe, plus Mélanie a ce sentiment de malaise qu'elle a déjà eu plusieurs fois, mais là en plus de ça elle a l'impression d'être observée. Voilà, là elle tombe dans le truc vraiment pas cool, où t'as l'impression que quelqu'un te regarde et c'est horrible. Au milieu de l'après-midi, son état se détériore, elle est encore plus mal, elle se sent encore plus observée, elle décide d'aller prendre l'air et de se dégourdir un peu pour penser à autre chose et sortir de cette spirale. Et n'ayant plus trop de provisions, elle décide d'aller faire des petites courses, voilà, et d'acheter des trucs un peu soft pour pas qu'elle ait des nausées parce qu'elle comprend pas ce qui se passe mais elle est pas bien. Elle se dit que c'est peut-être un début de gastro, un début d'angine, bref un début d'une maladie à la con et elle veut du coup vraiment prendre des trucs sains pour son corps. Après avoir payé à la caisse, la caissière lui dit gentiment bonne journée madame et là Mélanie elle fond en larmes. Elle explique qu'en fait quand la caissière lui a dit bonne journée, elle a eu la sensation que c'était la dernière personne de sa vie qui lui souhaiterait une bonne journée. Elle retourne donc à sa voiture, met ses courses dans le coffre et là il y a vraiment ce mauvais feeling qu'elle a et qui lui dit ne retourne pas dans cette putain de maison. Sauf qu'elle doit s'occuper des chats, elle doit les nourrir et elle veut surtout pas trahir la confiance que le couple a placée en elle en lui confiant leur maison pendant 2 semaines. Elle dit donc qu'elle va juste retourner à la maison pour nourrir les chats et qu'après ça elle ira cette fois dormir dans un hôtel. Arrivée devant la maison, impossible de rentrer. Elle a plus que jamais cette sensation de malaise, cet instinct qui lui dit fais gaffe t'es en danger et du coup elle a une idée et elle se dit que cette fois elle va rentrer dans la maison et qu'elle va hurler qu'elle vient d'appeler la police qui sont en route et que la personne qui se trouve ici ferait mieux de dégager avant de se faire arrêter. Why not si ça peut te rassurer, au pire tu t'es juste affiché devant tes chats, tu t'en fous. Et ben devinez quoi, à la seconde où Mélanie a fini sa phrase, la lumière de la chambre du couple s'allume et Mélanie entend des pas. Elle a enfin des preuves qui confirment cette sensation qu'elle a depuis des semaines et du coup elle sort en courant de la maison et elle se précipite sur son téléphone pour bien entendu appeler la police. Ce qu'elle n'avait pas fait, je vous rappelle que c'était du bluff. Même elle y croyait pas. Elle attend alors dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des policiers et en arrivant, bah y a personne, vous savez très bien comment ça se passe. Les policiers rentrent dans la maison, inspectent toutes les pièces et y a personne. Mais la porte-fenêtre de la chambre du couple est ouverte. D'ailleurs, ironie, Mélanie en plein moment de stress est quand même contente parce que les portes sont ouvertes mais les chats sont dans la maison et n'en ont pas profité pour se barrer. Elle veut vraiment pas trahir la confiance de Scoop, c'est beau. On veut tous une Mélanie pour garder notre chez soi. Dans la chambre du couple, les policiers retrouvent du coup des sachets de nourriture dans un coin qui montrent qu'il y a bel et bien quelqu'un qui avait été là, mais cette personne n'a apparemment rien volé. Elle a donc confirmation qu'il y avait un mec qui était là depuis au moins 2 jours et qui a fait très peur au chat timide de par sa présence. Le chat a donc choisi Mélanie et c'est pour ça qu'il dormait sous le lit de Mélanie depuis 48 heures.
Les policiers n'ayant aucune preuve d'entrée par effraction, il n'y a rien qui a été forcé, rien qui est cassé. Bah, ils expliquent à Mélanie qu'ils peuvent rien faire et qu'ils vont juste patrouiller de temps en temps autour de la maison, voir s'ils voient quelque chose d'anormal, mais ça s'arrête là quoi. Mais je vous rappelle que Mélanie doit encore garder la maison et les chats pendant 3 jours. Et c'est ce qu'elle va faire, et elle explique qu'elle était angoissée à mort, même si c'est rien passé, la personne n'est pas revenue, elle était dans un stress total, et que depuis ce jour-là, ça l'a un peu traumatisée sur ça. Et maintenant, quand elle part en vacances dans une maison ou dans une chambre d'hôtel ou quoi, elle a un toc, et avant de se coucher, elle vérifie l'intégralité de l'appartement, de la maison ou de la chambre d'hôtel, pour être sûre qu'il y a bien personne et qu'elle est seule. Malgré tout, elle est vraiment contente que son instinct ait pris le dessus ce jour-là, et qu'elle ait fait le choix de rentrer en hurlant et en menaçant la potentielle personne qui se trouvait là, parce que si elle n'avait pas fait ça, bah, on sait pas ce qui se serait passé. Voilà. Ah, elle est horrible celle-là. Je la déteste cette histoire, c'est bon. Je vais maintenant vous raconter l'expérience un peu horrible de Lucie, qui est beaucoup plus courte que celle de Mélanie, mais qui moi m'a glacé le sang. C'est un peu ma hantise en fait. Bref, l'histoire a lieu quelques années avant que Lucie nous la raconte. À cette période-là, elle est encore à l'université et elle a un petit taf à côté. Elle bosse dans une animalerie spécialisée dans les poissons d'eau salée et les reptiles. Alors, on est d'accord, les animaleries, c'est vraiment pas ouf pour bien-être animal, mais là n'est pas le débat. Elle explique donc que c'était pas du tout étrange que régulièrement des gens rentrent dans le magasin, des amateurs en reptiles ou en poissons, et posent des tas de questions au staff avant de faire le pas et peut-être de se prendre un compagnon. Lucie, ça fait à peu près 1 an qu'elle bosse là-dedans. Elle est donc bien calée en reptiles et en poissons. Et là, il y a une personne qui commence à se rendre régulièrement à la boutique et à poser à Lucie des questions sur les dragons barbus. Je trouve ça adorable. Comme elle a dit, c'était fréquent que des gens viennent et posent des questions et repassent pour poser d'autres questions, donc au début, rien d'alarmant. Elle répond à ces questions pendant 1h30 et il n'y a aucun problème. Sauf qu'après 2 fois 1h30 de réponse à des questions, le mec continue de venir. Et il continue de demander des infos sur les dragons barbus. À ce stade, normalement, un humain normal, il ne fait plus chier la vendeuse et il va acheter une encyclopédie sur les dragons barbus directement. Lui, il continue de venir et il continue de parler spécifiquement à Lucie. À force de venir, ce gars-là connaît du coup l'emploi du temps de Lucie. Il sait à quelles heures elle est à la boutique et à quelles heures elle n'y est pas. Et il va donc continuer de venir la voir tous les jours pendant pas mal de jours, sauf que des fois Lucie à la boutique elle est seule. Et oui, une boutique, il y a des horaires et des jours où il y a peu de clients et du coup le responsable décide de mettre qu'un seul vendeur en boutique parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour faire des économies. Sauf que quand la vendeuse c'est Lucie et qu'elle se retrouve seule face à ce mec, elle est pas très sereine. Et parallèlement, ce gars-là, entre 2-3 questions sur l'accouplement des dragons barbus, il cale des petites phrases un peu dérangeantes à Lucie, genre sinon t'es en couple? Le méga lourd quoi, clairement. Et Lucie se défend en lui disant non vraiment je suis pas intéressée et en plus j'ai un petit ami. Ce qui est faux, elle a pas du tout de petit ami à l'époque. Et un jour ce gars arrive au magasin, sauf que Lucie elle est dans la salle de repas des employés et il se met à la chercher. On a donc définitivement la preuve qu'il vient là juste pour lui parler à elle et il s'en fout complètement des dragons barbus ou des poissons. La manageuse de Lucie comprend que le gars est définitivement chelou et elle sort de la boutique en lui disant stop, arrête de venir, tu deviens creepy. Malgré tout, le gars va continuer de venir tous les jours et il va continuer de demander à voir Lucie à chaque fois qu'il vient, qui n'est jamais en boutique quand le gars arrive puisque sa manageuse se met à la défendre et du coup elle lui dit d'aller dans la salle de repas dès qu'elle aperçoit le gars dans la rue. Bref, tout ça dure longtemps, Lucie elle en a marre et du coup elle démissionne. Elle quitte le taf, elle se dit vas-y ras le cul, stop. Et à peu près 1 mois plus tard, Lucie est avec son père devant la télé, elle regarde les news et quelle surprise! Elle reconnaît à la télé le gars chelou et il est tout simplement en train de se faire escorter par la police hors d'une maison qui apparemment est celle de son ex-copine. Et les news expliquent qu'en fait l'ex de ce gars ne s'étant pas présenté au travail depuis un moment, ils ont donc appelé la police pour leur demander d'aller jeter un coup d'œil à son domicile, voir si elle va bien, et ils retrouvent la propriétaire de la maison, l'ex-copine du mec chelou, dans sa baignoire, dans une bâche. Et en fait, ce gars-là était cannibale et avait cuisiné des parties du cœur, du foie et du cerveau de son ex-copine. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas dire un c'est bon pour vous plus fort que celui-là. Et en fait, ça c'est une vraie histoire, il y a eu pas mal d'articles qui en parlent, il y a eu pas mal d'interviews de journalistes et tout au sujet de ce gars-là, et en fait il a toujours plaidé la possession démoniaque comme défense, et du coup Lucie ça lui fout vachement les boules et elle a peur parce que ce gars-là est venu plein de fois à la boutique et elle a constaté qu'il était méga bizarre, et qu'apparemment il est pas seulement bizarre, apparemment il mange des humains, c'est bon. Elle a donc fréquenté, malgré elle, un putain de cannibale meurtrier pendant des semaines quoi, sur son lieu de travail. C'est horrible. Tout cela nous amène à la dernière histoire, l'histoire de Stéphane, qui n'a rien à voir, il n'y a pas de cannibale, il y a des gens chelous mais il n'y a pas de cannibale. Stéphane explique qu'il a grandi dans l'Ohio dans les années 70 et qu'avec un ami à lui qui s'appelle Joe, il passait énormément de temps dehors. Son pote Joe vivait dans une ferme à l'époque au bord d'une route et les parents de Stéphane souvent le déposaient chez Joe et du coup il passait une bonne partie de la journée dans les bois à kiffer, ambiance un peu scout. Bref, le temps passe, ils arrivent aux années lycée, les fameuses, et ils se mettent à mettre en place un truc qu'ils appellent le Stand By Me. Un truc basé donc sur le film du même nom qui est sorti à l'époque. L'idée c'est donc de parcourir à pied les voies ferrées du pays, sauf que
au lieu d'espérer tomber sur un cadavre, comme c'est le cas dans le film je crois, ils espèrent juste trouver des spots cool pour pêcher ou camper. Évidemment ils ont conscience que ça peut être dangereux, mais ils se disent vas-y on a qu'une vie, on est jeunes, c'est des ados, et du coup ils vont quand même au bout de l'idée. Ils sont donc allés au bout des choses, ils l'ont fait pas mal de fois, et tout s'est très bien passé, ils ont passé de bons moments, ils sont tombés sur des rivières, ils découvraient des ponts sur lesquels personne n'était jamais allé, ils pêchaient, ils se cachaient dans les trains, bref, ils précisent que vraiment ils ont eu aucune mauvaise expérience, tout s'est toujours bien passé, c'était idyllique. Bref, c'était la grande époque de l'amitié entre Stéphane et Joe. Malheureusement à la fin du lycée, leurs chemins se sont séparés, comme ça arrive très souvent parce qu'ils ont fait des études différentes, mais ils restent tout de même en contact et ils essaient de se voir dès que c'est possible. Et un jour c'est le cas, un été au milieu des années 90, ils se sont retrouvés tous les deux dans leur ville natale pendant une semaine. Ils passent donc leur journée chacun avec leur famille, mais le soir ils se retrouvent les deux pour parler de l'époque, des bonnes expériences du lycée. Bref, un soir, ils reparlent du coup des moments où ils faisaient des stand by me. Très nostalgiques vis-à-vis de cette époque, et en plus ayant quelques bières dans le nez, comme il le dit Stéphane, ils se disent mais viens on le refait, c'était trop bien. Ils se fixent donc une date, un soir, pour faire ça. Le jour J, ils demandent à leur femme de les déposer à l'endroit où ils avaient l'habitude à l'époque de commencer leur stand by me, histoire d'avoir une bonne grosse dose de nostalgie. Ils vont carrément au même endroit. Il explique évidemment que leur femme leur dise les gars, vous avez plus 15 ans là, il faut grandir. Mais Joe et Stéphane n'en dément pas, ils veulent revivre ce truc qu'ils faisaient à l'époque, et en vrai ils ont tellement raison. Bref, leur femme les dépose, ils se retrouvent tous les deux au point de départ habituel, et là Joe a une idée. Il propose qu'au lieu de prendre la direction qu'ils prenaient à l'époque, ils prennent cette fois la direction opposée pour découvrir des nouveaux lieux, une nouvelle ambiance peut-être. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est entre nous les gars. Bref, la journée se passe bien, ils marchent, c'est amusant, c'est un peu triste aussi parce qu'ils sont pris de nostalgie et comment dire, ce truc-là témoigne du temps qui est passé, tu vois, et ils se disent putain, la vie n'est pas infinie. Sortez les violons. Et un peu avant que la nuit tombe, ils trouvent un endroit cool pour camper. C'est une zone boisée épaisse avec des arbres de part et d'autre de la voie ferrée. Donc quand t'es sur la voie ferrée, t'as un peu l'impression d'être dans un tunnel. Bref, ils commencent à monter le camp, ils ont des hamacs du coup pour dormir dans de bonnes conditions, mais ils décident quand même de checker un peu le périmètre avant de poser leur hamac, etc. pour être sûr qu'ils sont pas à côté d'une habitation ou d'une zone privée et qu'ils sont donc pas à deux doigts de camper sur le terrain de quelqu'un. Et ils tombent sur une petite colline, donc ils voient pas ce qu'il y a derrière, et ils décident du coup d'aller en haut de cette petite colline pour être sûr qu'il n'y a pas juste là la maison de quelqu'un et qu'ils sont en train de déranger ce mec. Et arrivé en haut de la colline, ils voient au loin un bâtiment vieux et abandonné. Ils voient personne, c'est calme, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune lumière. Mais étant bien éduqués, ils décident quand même de descendre du coup de l'autre côté de la colline pour se rapprocher du bâtiment et être sûr qu'il n'y a personne. Et petite surprise, c'est en fait une vieille église abandonnée. Ils la décrivent comme un bâtiment trapu, un truc affaissé, avec des planches de bois quasiment noires à cause de l'humidité, de la moisissure. Il y a de la mouche, il y a de la pourriture, bref c'est clairement vieux et instable. Et ils voient qu'en fait dedans il y a toujours tous les bancs bien en place et une sorte de petite estrade sur laquelle peut se placer quelqu'un qui parle aux potentiels gens qu'il y a sur le banc. Bref, Stéphane et Joe ça leur suffit, ils ont pas voulu non plus rentrer, checker tout en détail, ils retournent à leur campement. La nuit tombe et Joe et Stéphane entendent des bruits en provenance de l'église. C'était sûr, oui je sais. Tous deux sortent alors de leur hamac et commencent à avancer accroupis vers le haut de la colline pour avoir un visuel sur l'église. Et ils entendent bel et bien un chant. Ils arrivent alors en haut de la colline, ils sont allongés et cette fois il y a malheureusement de la lumière dans l'église. Ils voient ça et ils se disent c'est quoi ce bordel? Et le chant c'est un chant effectivement religieux, un chant typique de ce qu'on peut entendre dans des églises, mais c'est dans une autre langue, c'est-à-dire qu'ils ne distinguent aucun mot dans le son, ils reconnaissent rien. Après un petit moment de silence, il y a une voix masculine qui se remet à chanter, juste une voix, et à un moment, tous les gens qui se trouvent dans l'église se mettent à répéter les mots que dit la voix masculine. Un peu comme dans les films, vous savez, quand il y a une secte, il y a des chants, et il y a toujours un leader qui chante, et la foule d'adhérents qui répète ce que dit le leader. Bref, ce petit jeu de ping-pong devient de plus en plus fort, de plus en plus dérangeant, et Stéphane se met les mains sur les oreilles et finit par dire à Joe, mec, on se casse. Et Joe lui répond, oui, ça tombe bien, parce que là, ils sortent. Et il voit au loin une file de personnes qui se tiennent par la main en file indienne sortir de l'église. Certains d'entre eux ont des lampes torches et ils se mettent à tourner en rond, main dans la main, en chantant, toujours de plus en plus fort. Sauf que ceux qui ont des lampes torches éclairent les environs et éclairent sans faire exprès nos amis Joe et Stéphane. Joe et Stéphane se chient dessus, ils se lèvent et partent en courant en direction de leur campement. Ils rangent leurs affaires en un temps record et ils prennent en sens inverse le chemin qu'ils avaient emprunté la journée d'avant pour retourner là où leurs femmes les avaient déposés. Mais les lumières s'agitent de manière erratique, comme si les personnes qui tenaient les lampes torches les secouaient dans tous les sens. Et ils réalisent qu'en fait c'est pas que les personnes qui tiennent les lampes torches les secouent dans tous les sens, c'est qu'elles sont en train de courir vers eux. Stéphane et Joe continuent donc à sprinter, à faire des pauses, à sprinter, à faire des pauses, bref, ils rêvent juste de remonter dans la voiture de leur femme. Et après plusieurs minutes, ils arrivent sur une route et ils voient qu'ils ne sont plus suivis, il n'y a plus de lumière derrière eux. Et ils décident alors à l'aide de leur carte de se rendre dans une petite ville qui se trouvait à 15 minutes de là où ils étaient. Arrivés sur place, ils se rendent à une station-service de la ville ouverte 24 h sur 24 et ils appellent leur femme pour leur dire « Venez nous chercher, on est à tel endroit, on vient de vivre un truc chelou ».
Tout s'est bien passé, leurs fans sont donc venus les chercher et du coup ils ont raconté l'histoire à leurs proches et leurs proches leur ont dit que c'était sûrement des gamins qui se regroupaient pour se faire peur, pour faire des blagues. Sauf que Joe et Stéphane, ils ont entendu des voix et c'était pas du tout des chants amateurs et des blagues, c'était un truc qui avait l'air très sérieux. Il finit donc en disant qu'il sait pas qui étaient ces gens, il sait pas ce qu'ils foutaient là-bas, mais que c'était le truc le plus putain de flippant qu'il ait vu de toute sa vie. Tout finit bien et donc ça se trouve c'était juste des gens d'une secte en fait qui se rendaient là-bas, qui avaient une sorte de rituel ou juste des fêlés, enfin bref, il sait pas trop et il a pas du tout envie de savoir, ok? Et nous non plus d'ailleurs. C'est la fin de ce thread d'horreur, je me chie bien dessus. Bon, j'ai pas mis trop de trucs intrusion parce que comme on est tout le temps chez nous en ce moment, c'est pas le moment d'être parano vis-à-vis de ça, je trouve. Hein. Je suis particulièrement sensible à cette mécanique horrible du quand t'as été en contact avec quelqu'un et que t'apprends par la suite que ce quelqu'un avait un vrai problème et était vraiment très dangereux. Je trouve ça vraiment horrible. T'as ce truc de trahison, c'est horrible. Les amis, c'est parti pour 3 histoires vraies, 3 témoignages finalement, et on commence avec celui de Lisa. Lisa explique que l'histoire qu'elle raconte s'est passée lorsqu'elle était encore à la fac. Elle a vécu à l'Isla Vista, la communauté étudiante de l'UCSB, connue pour être une école de gros fêtards. Ouais, vous savez, des fois dans les campus, à l'université, ça fait beaucoup la fête. Et d'une école à l'autre, ça fait plus ou moins la fête. Là, le curseur il est très haut. Cette nuit-là, Lisa, elle rentre à 2h30 du matin après avoir bu quelques verres, rien d'excessif. Elle explique qu'elle vit dans une maison avec 2 copines à elle, elles sont donc en colocation. Elle explique donc qu'il était fréquent que l'une d'entre elles ramène une ou plusieurs personnes à l'appart et que cette ou ces personnes dormaient soit sur les meubles, soit dans leur lit selon les affinités. Bref, juste des meufs qui ont la vingtaine et qui kiffent la vie à rien d'anormal. Cette nuit-là, pendant que Lisa était partie boire un verre à l'extérieur, ses 2 copines colocataires ont invité quelques personnes à l'appart pour faire une mini-fête. Et ces quelques personnes, Lisa ne les connaissait pas, c'était pas ses amis. En rentrant chez elle, Lisa constate donc que l'une de ces personnes est restée dormir là et qu'elle dort sur le canapé dans le salon. Elle explique qu'elle a pas allumé la lumière parce qu'elle a vu une ombre sur le canapé et qu'elle voulait pas réveiller la personne, mais qu'il y avait bel et bien une personne sur le canapé. En allant vers sa chambre, elle se rapproche donc du canapé et elle s'aperçoit que la silhouette est très raide, que la personne dégage un truc bizarre. Vous savez, des fois on a ce feeling où on se dit attends, il y a un truc pas normal là. Bah là, Lisa elle a ce feeling. Lisa elle est donc à l'arrêt en train de regarder cette personne et cette personne d'un coup tourne la tête vers Lisa. Et truc un peu badant, cette personne regarde Lisa droit dans les yeux avec des yeux grands ouverts. Elle dormait pas du tout. Elle va penser que cette personne est probablement soit ivre, soit sous drogue. Bref, n'importe quoi qui puisse expliquer qu'une personne se retourne brusquement vers toi à 2h30 du mat avec des yeux grands ouverts. Elle rejoint sa chambre comme prévu et elle prend bien soin de verrouiller la porte de la chambre avant de se glisser dans son lit. Et là, elle s'endort. Tout va bien, qui finit bien? Pas du tout. À 4h30, il y a un bruit étrange près de la porte de sa chambre qui la réveille. Un bruit qu'elle décrit comme le bruit que pourrait faire quelqu'un en tapotant des doigts contre une porte. Premier réflexe assez logique, Lisa elle reste dans son lit, elle bouge pas et elle fait aucun bruit. Bref, elle attend que ça passe, comme on le fait tous dans ces situations où il y a un truc très badant et on est dans le déni jusqu'au moment où on se rend compte que il va peut-être falloir agir parce qu'il y a un truc pas normal. Les minutes passent et le bruit devient de plus en plus fort, comme si la personne cette fois tapait contre la porte en bois avec les doigts de ses 2 mains. C'est pas une activité commune de taper avec ses doigts contre les portes. Donc là elle bade. En faisant le moins de bruit possible, elle prend son téléphone et elle envoie un message à sa coloc qui est de l'autre côté de l'appartement. Elle lui explique que son ami est en train de frapper contre sa porte avec ses doigts, que ça la fait bien bader et elle lui demande d'aller lui parler pour le calmer parce que ça l'empêche de dormir. Après plusieurs minutes d'attente, Lisa reçoit aucune réponse de sa pote tout simplement parce qu'elle dort. Elle est donc seule dans sa chambre et il y a un gars de l'autre côté de sa porte qu'elle ne connaît pas et qui est en train de gratter depuis de nombreuses minutes avec ses doigts contre le bois de la porte. Horrible situation. Lisa envoie donc un message à sa 2e colocataire et malheureusement pareil, pas de réponse probablement parce qu'elle dort aussi. Sauf que l'inconnu de l'autre côté de la porte, il va plus se contenter de gratter à la porte. Cette fois, il va attraper la poignée et il va la secouer dans tous les sens pour ouvrir la porte. Comme la situation s'aggrave et qu'elle a aucune réponse, Lisa elle décide, quitte à faire plus de bruit, tant pis, d'appeler l'une de ses 2 colocataires. Sa coloc cette fois décroche et Lisa lui dit ton pote il est fou, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que là il est en train de gratter à ma porte et c'est vraiment chiant. Et après quelques secondes de silence, sa colocataire lui répond quel pote? Il n'y avait pas de gars qui dormait sur le canapé. Personne n'est resté dormir à la maison. L'adrénaline de Lisa monte en flèche. Et à ce moment-là, elle se rend compte aussi que ça fait plusieurs minutes que plus personne ne gratte à sa porte. Et donc elle se demande où est passé ce putain de type. Et quasiment au même moment, elle entend un bruit sourd suivi d'un hurlement de peur. Et à ce moment-là, Lisa décide d'appeler les flics parce que la situation dégénère. Elle explique la situation aux policiers et ils lui disent qu'ils envoient tout de suite 2 voitures. Tout l'appart se retrouve plongé dans le silence. Et c'est là que Lisa baisse les yeux et elle voit que le mec vient de glisser ses doigts entre le sol et le bas de la porte. Lisa, face aux doigts qui dépassent de sa porte, elle n'arrive plus à se contenir et elle hurle tout en reculant. Et elle explique d'ailleurs qu'elle s'en veut et que c'est son plus grand regret parce qu'en fait, elle avait juste à écraser les doigts du gars pour peut-être le faire fuir. Bref, malheureusement pour Lisa, le gars s'est barré juste avant que la police arrive. Les policiers n'ont pas retrouvé ce gars. Et du coup, il s'était infiltré dans la maison en passant par la porte latérale en verre et en crochetant la serrure. Lisa explique que le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a regardé ce mec droit dans les yeux en rentrant chez
chez elle et que sur le moment elle a pas compris. Mais en fait, s'il était tout raide et immobile comme ça, c'est pas parce qu'il dormait, mais c'est parce qu'il essayait de se cacher dans le noir. Sauf que Lisa l'a clairement vu et c'est pour ça que le gars s'est retourné vers Lisa en mode est-ce que je suis foutu? Je vais devoir agir là? Ce n'est pas du tout un ami de ses colocataires qui dormait en fait. C'est juste un intrus qui se cachait. C'est pas pareil quand même. Voilà. Alors c'est marrant, ça me fait un peu penser à l'histoire qu'Alice avait racontée quand elle était venue dans la vidéo Thread Horror avec Guest, mais un peu remixé quoi. Il faut arrêter hein, les gens de s'infiltrer chez d'autres gens en pleine nuit là comme ça. Il faut arrêter ça. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire qui d'ailleurs est liée au verrouillage de porte. Oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Francis. Alors Francis donc, il est obsédé par le verrouillage de porte. Vous savez, c'est ces fameux tocs où tu vérifies tout le temps que la porte est fermée et t'oublies très rarement de la fermer tellement t'es obsédé par ça. Il explique qu'il a d'ailleurs un petit rituel depuis plusieurs années, c'est qu'avant de dormir, il vérifie que toutes les portes de la maison sont bien fermées à clé. 5 mois avant les faits, Francis emménage avec sa femme et ses 2 enfants dans une nouvelle maison. Il explique que c'est une maison qui est vraiment très excentrée, elle est très loin des grandes voies proches. Par conséquent, il n'y a jamais de piétons autour de chez lui puisque bah voilà, c'est une route privée qui mène que à sa maison, donc personne n'a rien à faire là. Détail important, il aime pas dormir dans le noir, Francis. Il laisse toujours une lumière allumée quelque part dans la maison qui fait un petit halo sous sa porte, ça le rassure. Tu vois, comme quoi même ceux qui aiment la ruralité, ça se rassure d'une manière ou d'une autre. Bref, un mois après l'emménagement, Francis se retrouve enfermé à l'extérieur de chez lui parce qu'il est sorti, il a claqué la porte et il a oublié ses clés. Classique shit qui nous est tous arrivé. Du coup, il essaie de passer par la porte arrière de sa maison, sauf que, bah, avec son putain de toc, il l'avait fermée à double tour, malheureusement. Il a hésité à l'ouvrir au pied de biche, sauf que la porte étant dans un état nickel, ça lui faisait mal au cœur, donc il a préféré appeler le propriétaire et lui demander de venir ouvrir la porte avec le double des clés, quitte à devoir attendre plusieurs heures. Bref, un peu plus d'une semaine plus tard, c'est là qu'il commence à se passer des trucs bizarres chez Francis. Francis se réveille en pleine nuit parce qu'il a méga soif et il se dirige la tête dans le cul vers sa cuisine. En ouvrant la porte de sa chambre, il y a un détail qui le fait chier, c'est que toutes les lumières sont éteintes. Sauf que souvenez-vous, Francis, il laisse toujours une lumière allumée. Il va d'abord penser que c'est une panne de courant avant de se rendre compte qu'en fait il entend le ventilateur de sa chambre qui est juste derrière lui et que donc c'est pas une panne de courant. Francis fait un pas pour sortir de sa chambre, il se retrouve dans le couloir et là il a des frissons et il a le sentiment d'être observé. Et son instinct lui dit que cette personne se trouve sur sa gauche. Francis tourne la tête et il y a personne. En revanche, il voit les étoiles, là où il devrait juste y avoir de l'obscurité, tout simplement parce que la porte arrière de chez lui est grande ouverte. Francis, il a la conviction qu'il y a quelqu'un qui est au bout, près de la porte, caché dans l'ombre, qui attend qu'il soit assez près de la porte pour l'attraper et le fracasse. Il réalise alors qu'il est un peu responsable de la sécurité de sa famille, c'est l'homme de la maison quoi. Il prend alors son courage à 2 mains et il marche en direction de la porte pour la fermer. Francis tend la main vers la poignée de la porte et après plusieurs tâtonnements provoqués par la panique, il réussit à choper la poignée et à claquer la porte. Le lendemain, Francis demande donc à ses enfants et à sa femme si c'est eux qui ont ouvert la porte. Évidemment, ils lui disent que non et il leur demande aussi si quelqu'un a éteint la lumière dans la nuit et évidemment, ils lui répondent que non. Pendant 3 semaines, Francis va vérifier régulièrement le verrou de la porte arrière et il est toujours bien enclenché, il n'y a rien d'anormal qui se passe. Jusqu'à une nouvelle nuit où Francis se réveille d'un énorme cauchemar, puis il va dans sa cuisine pour boire quelque chose et là une nouvelle fois il est frappé par le même sentiment que 3 semaines avant, il a l'impression que quelqu'un le regarde. Ses yeux se dirigent naturellement vers la porte arrière de la maison et mauvaise surprise, elle est grande ouverte. Comme 3 semaines avant, Francis décide de s'élancer vers la porte pour la fermer, sauf que cette fois, il est convaincu qu'elle s'est pas ouverte toute seule. Il va finir par s'endormir de nouveau, pour se réveiller 2 heures plus tard, parce que c'est le matin et qu'il doit aller au travail, et après s'être levé et avoir pris la direction de la chambre de ses enfants pour les réveiller, ses yeux se tournent naturellement vers la porte arrière, et une fois de plus, elle est ouverte. Et il constate qu'à l'extrémité de la porte, il y a des rayures et des plis. Et là, Francis se dit, bon, il faut que j'arrête de prendre ça à la légère, on va se poser et on va réfléchir à ce sujet. Tout d'abord, il se demande si le jour où il s'est retrouvé enfermé en dehors de chez lui, il a bien vu la porte, en fait. Il remet tout simplement en cause les rayures et les plis qui sont apparus entre temps. Peut-être qu'en fait ils étaient là dès le début et qu'il les avait juste pas vus, mais il va quand même faire quelque chose avec cette porte, donc il voulait au début mettre des nouveaux verrous, sauf que ne trouvant pas sa perceuse, il s'est rabattu sur des clochettes qu'il a attachées à la poignée de la porte du côté intérieur, du côté de chez lui. Bref, ça va arriver une dernière fois avant qu'il change définitivement les serrures. Cette nuit-là, Francis se couche tôt, il se réveille aux alentours de 3 heures, il va vérifier la porte parce qu'il a une obsession maintenant avec cette porte, à juste titre, et cette fois, bonne surprise, la porte est fermée. Il retourne se coucher et cette fois il fait un cauchemar horrible dans lequel il entend les clochettes de Noël qu'il a mis à la poignée. Alors il se lève et en s'approchant de la porte, il tombe sur une petite fille de dos. Étant donné qu'il est dans un cauchemar, il a étrangement pas peur du tout de cette petite fille. Il lui demande son nom, sauf que la petite répond « Quelqu'un arrive ». Quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, et elle va crescendo comme ça, crier de plus en plus fort, quelqu'un arrive, jusqu'à se retourner, la mâchoire sur la poitrine, la bouche anormalement large, en criant, quelqu'un est ici. Francis se réveille en sueur, il se lève, et bien évidemment, la lumière de la cuisine est éteinte, et la porte arrière est grande ouverte. Une nouvelle fois, Francis ferme la porte, et il constate que les clochettes ne sont plus sur la poignée. Il s'aperçoit qu'elles sont posées sur un meuble dans le couloir. Ce matin-là, il va poser des questions à ses 2 enfants et à sa femme, sans trop en dire pour pas les effrayer de ce qui se passe. Il va juste leur
demander s'ils ont entendu quoi que ce soit d'anormal cette nuit. Son fils de 13 ans lui dit que non, rien, mais que si à 2h30, il s'est levé pour aller aux toilettes et il a vu que la porte arrière était grande ouverte. Et il est donc allé la fermer. Francis lui demande alors si les clochettes étaient sur la poignée ou pas, et son fils lui dit qu'il est quasi sûr que oui. Et cette fois, enfin, Francis est parti dans un magasin pour acheter une perceuse, ainsi qu'une nouvelle serrure, et il a passé l'après-midi du coup à bricoler sa porte et à changer la serrure, et rajouter même des verrous. Au moment où il nous raconte cette histoire, il explique que malgré ça, quelques jours avant de la raconter, il a remarqué des nouvelles rayures et des nouveaux plis sur sa porte, sauf que cette fois les verrous n'ont pas cédé, donc elle s'est pas ouverte. Ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que c'est évident qu'il est en danger, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui est pas très bien intentionné, mais comme il n'y a pas de répercussions graves, personne s'est fait agresser, rien n'a été volé, il n'y a aucune trace d'intrusion que dalle, Francis, il va attendre tellement longtemps avant d'agir, je trouve ça dingue. En fait, je trouve ça hyper intéressant comme certaines fois, les gens sont dans la non-réaction et sont totalement dans le déni de la gravité de la situation. Dès qu'il a vu les traces de rayures, fallait changer la porte, voire même déménager directement. Je trouve ça fou. Tout ça nous amène à la troisième histoire, celle de Gabriel. Gabriel qui fait une activité que j'aurais jamais le courage de faire, aka le trail. Vous savez, il y a des parcours énormes et les gens vont faire ces parcours, marcher des distances assez énormes en auto-survie. Donc c'est-à-dire, ils y vont avec leur tente, avec leur bouilloire, ils prévoient assez d'eau et de vivres pour pouvoir finir le parcours et ça dure plusieurs jours. Bref, Gabriel, il part avec sa copine et il essaie de faire le sud du sentier de Virginie. C'est un sentier qui fait environ 260 km de long et qui traverse les forêts nationales de George Washington et Jefferson. Il explique que la partie sud de ce sentier est la moins fréquentée et la plus reculée. Exactement ce qu'il recherche avec sa copine. En gros, ils vont là-bas parce qu'ils veulent pas croiser d'autres gens. Ils ont vraiment envie d'avoir la sensation d'être seuls. Vous êtes des ouf, hein, et encore comme Francis là, faut arrêter. Bref, on est début octobre, ils se rendent là-bas, ils sont contents, l'air est assez doux, on a le changement de couleur des feuilles parce qu'il y a changement de saison, le temps est parfait, il y a des paysages magnifiques, tout se passe merveilleusement bien. Sauf les 2 dernières nuits. Sur ce sentier, t'es censé camper soit sur le sentier, soit dans un refuge désigné. Donc tous les X kilomètres, il y a une sorte de refuge qui est un point de ralliement des gens qui font ces parcours dans lequel tu peux te poser. Mais comme dit, Gabriel et sa copine, ils ont pas envie de croiser d'autres gens, ils ont pas envie en plein milieu de la nuit que quelqu'un vienne leur demander leur bouilloire ou des conneries. Ils veulent vraiment être en autonomie totale, donc ils vont trouver leur propre petit coin en hors-piste. Ça sent l'embrouille. Au milieu d'une petite clairière se trouve l'endroit parfait pour Gabriel et sa copine, endroit dans lequel ils décident d'installer leur camp. Ils montent leur tente et puis ils se glissent dans leur sac de couchage et se dirigent vers une belle nuit de sommeil. Sauf que, vers 2h du matin, la porte arrière de la maison de Gabriel est ouverte. Pas du tout. Vers 2h du matin, Gabriel est réveillé par sa copine qui lui dit « Prends ton arme, il y a quelqu'un dehors qui marche autour de notre tente. » C'est bon pour vous cette phrase? Gabriel explique que lors de ses randonnées, il emmène tout le temps un M1911 avec lui, qui est un pistolet. Il explique qu'on sait jamais trop sur quoi on va tomber et que donc il a l'habitude d'emmener un flingue avec lui. Bref, il a sorti le flingue de son sac avant de s'asseoir et d'écouter soigneusement tout ce qui pouvait se passer autour de la tente. Pendant plusieurs minutes, aucun bruit spécifique, avant qu'il entende des bruits de pas sur des brindilles. D'après le bruit des pas, il explique que selon lui, c'est un bipède qui marche. Gabriel prend sa lampe de poche et sort de la tente. Il se décide alors à inonder de lumière la zone d'où provenaient les pas. Gabriel pense avoir vu quelqu'un bouger derrière un arbre. Il se met alors à lui crier dessus en lui disant de se casser. N'ayant pas de réponse, Gabriel continue d'éclairer l'endroit d'où provenaient les pas, tout en pointant avec son arme et en avançant là-bas. En s'approchant de la zone, il entend de nouveau des bruits de pas qui cette fois proviennent de sa droite. Il a donc 2 solutions, soit il décide de pourchasser la personne qui était là, soit il retourne dans la tente dans laquelle se trouve toujours sa copine probablement terrorisée et monte la garde jusqu'à la fin de la nuit. Gabriel va évidemment choisir cette deuxième solution. Le lendemain matin, après avoir très peu dormi, Gabriel veut donc essayer de savoir s'il y avait vraiment quelqu'un qui était là. Il retourne donc à l'endroit d'où provenaient les bruits et il tombe sur des traces de bottes. Il précise d'ailleurs qu'il a pas dit à sa copine qu'il était tombé sur des empreintes de bottes parce qu'il voulait pas qu'elle flippe. Le classico, non mais je te l'ai pas dit pour te protéger, mais il faut lui dire. Vous êtes deux à vivre cette situation, voyons. À ce stade de la randonnée, il reste à Gabriel et sa copine environ 2 jours de marche avant d'arriver au bout du parcours. Bien entendu, suite à cet événement, ils vont marcher beaucoup plus vite la journée pour couvrir le plus de terrain possible. Mais c'est quand même pas des surhommes, ils vont pas réussir à faire 2 jours de randonnée en 1 jour et donc ils vont devoir passer une nouvelle et dernière nuit dans la forêt. Gabriel explique qu'il a trouvé un endroit près d'une falaise, dans un petit surplomb, dans lequel il serait cool de monter leur tente puisque du coup les gens ne pourraient venir que de devant eux et pas de 360 degrés autour d'eux. Bref, ils ont installé le camp dans ce petit surplomb, ils ont préparé leur nourriture et ils sont glissés dans leur sac de couchage dans la tente. Après quelques minutes, sa copine s'est endormie et lui il est resté éveillé pendant quelques heures en écoutant les bruits des bois aux alentours et en essayant de voir si quelqu'un allait de nouveau venir autour de leur camp. Au bout d'un moment, Gabriel étant exténué vu qu'il a déjà très peu dormi la nuit d'avant, il s'endort. Il va se réveiller plus tard dans la nuit à cause de ce qui semble être quelqu'un, une nouvelle fois, de l'autre côté de la paroi de la tente, qui fouille dans leurs affaires. Gabriel chope son arme et grâce à ce qui reste de leur feu de la veille, à savoir des petites braises, il arrive à voir la silhouette de la personne, qui est vraiment à 1 mètre de la tente. Il décide alors de lui hurler dessus en lui disant « On est armé, dégagez ». Et il voit alors les silhouettes lâcher
les affaires et partir en courant. Gabriel sort de la tente avec l'arme en joue, prêt à tirer si jamais quelqu'un se montre menaçant. C'est un putain de cow-boy, Gabriel, qu'on soit d'accord. Et malheureusement, il constate que leurs affaires sont éparpillées absolument partout sur le camp. Les gars qui étaient là ont tout fouillé. Gabriel prend la direction des gens qui ont pris la fuite, ce qui l'amène près d'un petit ruisseau, et au loin, près de ce petit ruisseau, il voit une lumière scintiller. Une lumière qui ressemble à tout simplement une lanterne qui clignote. Et après quelques secondes, il voit 3 autres lumières qui clignotent. C'est là qu'il comprend que la personne en face n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes, et il décide alors de revenir en courant au campement et de dire à sa copine de tout remballer aussi vite qu'elle le peut, parce qu'il doit vite se casser de là. Mon gars, croyez-moi, pour réussir à faire tes affaires, à te lever et à décider de marcher alors qu'il fait nuit noire, que t'es en pleine forêt et que tu sais qu'il y a 4 personnes pas loin de ton campement, faut avoir des méga balls. Moi, dans ces situations-là, je fusionne avec le sac de couchage, je disparais de la surface de la terre. Bref, il se lève et ils se remettent à marcher pour finir le parcours et ne plus jamais entendre parler de ces trous du cul qui rôdent autour de leur campement. Cette fois, pendant qu'il marche, Gabriel entend des voix au loin. Toutes les 10 secondes, il regarde derrière lui pour être sûr qu'ils sont pas suivis. Bref, il fait plusieurs heures de marche dans la terreur et dans l'angoisse la plus totale. Après un bon moment passé à marcher, Gabriel entend un gros bruit qui vient derrière eux et il voit quelqu'un qui est sorti des bois. Il fait encore nuit à ce moment-là, c'est tout juste l'aube et le gars reste immobile là, debout, à quelques dizaines de mètres d'eux et les fixe pendant quelques secondes avant de se retourner et d'aller de nouveau dans les bois. À partir de là, Gabriel et sa copine accélèrent fortement le pas. On veut finir ce parcours et ne plus entendre parler de ces gens et ils arrivent finalement à atteindre la fin du sentier et l'endroit où sa copine avait garé sa voiture au début du parcours et ils ont pu sortir des bois de Virginie sans recroiser la route de ces personnes-là qui ont pillé leurs affaires. Bref, il ne sait pas qui c'était, il ne sait pas ce qu'il voulait et il explique malheureusement que, à notre plus grande tristesse, il ne retournera pas là-bas pour obtenir des réponses. Plus jamais il y va. Quelques années avant de raconter son histoire, Elliot explique qu'il vivait au nord de la Californie. Il habitait dans un quartier qui était à proximité d'une banlieue, donc c'était pas en milieu hyper rural, mais c'était pas non plus en milieu hyper urbain. Voilà, il explique que c'était un entre-deux assez cool. Il précise que la zone dans laquelle il habitait n'avait pas de lampadaire et que donc il faisait très sombre la nuit. Venons-en au fait. Un soir, Elliot rentre du travail. C'est l'hiver, la nuit est nuageuse, et en arrivant devant chez lui en voiture, il voit donc uniquement ce que les phares de la voiture éclairent et ce que la lumière du Porsche éclaire. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, Elliot sent une odeur de cigarette. Il trouve ça étrange parce qu'il n'a jamais senti ça autour de sa maison. Il jette donc un petit coup d'œil à droite à gauche, sauf qu'il voit personne, il cherche pas plus que ça. Sentir des odeurs de cigarette, c'est un truc assez fréquent, même si là, effectivement, c'était un petit indice de ce qui allait suivre. Elliot explique qu'il venait de sortir d'une énorme journée de boulot et que du coup, il était claqué, et que par conséquent, ce soir-là, même s'il était à peine 19h passées, il a décidé d'aller prendre une douche et de se coucher. Un peu plus tard, après s'être couché, Elliot se réveille et il est persuadé d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Il explique que ça l'a pas du tout inquiété parce que Elliot a en fait un ami qui passe régulièrement chez lui pour se doucher avant de rejoindre des cours qu'il prend le soir. Il y a quand même un truc qui met Elliot un peu sur ses gardes, c'est qu'habituellement son ami le prévient quand il passe chez lui. Il lui envoie un message. Et après plusieurs secondes de silence total, il entend quelqu'un au rez-de-chaussée qui se met à courir en direction de l'étage. Elliot comprend que la personne dans la maison n'est pas son ami. Il sort de son lit en une seconde et il court vers son placard. Il explique qu'au moment où il a ouvert la porte du placard pour se cacher à l'intérieur avant de la refermer, l'intrus se trouvait déjà en haut des marches à l'étage. Elliot est donc caché dans son placard et il entend l'intrus se diriger vers la salle de bain. Il explique que c'était probablement parce que c'était la seule des 3 portes qui était entrouverte et que donc le gars a dû penser qu'Elliot s'était caché dans la salle de bain, genre derrière le rideau de douche ou une connerie comme ça. Elliot est toujours dans le placard de sa chambre et il comprend qu'il a un tout petit peu de temps pour éventuellement changer de cachette et il en profite donc pour ouvrir l'accès au grenier qui se trouve dans le plafond de son placard. Heureusement que l'accès était là parce que si l'accès était en dehors du placard, il aurait probablement fait du bruit en sortant du placard. Il explique que la porte de sa chambre s'est ouverte au moment où il venait de rentrer ses pieds à l'intérieur du grenier. L'intrus est alors dans la chambre d'Elliot en train de le chercher. Après quelques dizaines de secondes, il va même ouvrir le placard. Placard dans lequel, je le rappelle, se trouve l'accès au grenier, grenier dans lequel se trouve Elliot. Elliot, il est à peu près à 1 mètre de l'accès au grenier et du coup, il peut voir vaguement l'intrus. Il s'agit apparemment d'une personne qui porte un jean bleu sale et des bottes de travail complètement usées. Après plusieurs secondes à fouiller dans le placard, l'intrus conclut qu'Elliot n'est pas là et donc repart. Et après être reparti, Elliot entend un gros cri de colère et de frustration